Salut Emmanuel, tu es cofondateur de Bubble, tu es la partie un peu française en fait de Bubble. Je suis pas le seul. On a pas mal de Français en fait. Ah oui, t'as combien de Français dans l'équipe? C'est une bonne question ça. J'en ai deux qui sont vraiment français, enfin même pas d'ailleurs, un et l'autre qui est luxembourgeois mais qui a grandi à Paris. Donc les deux Français qui ont grandi en France, dont un est à Paris d'ailleurs, et il travaille de Paris, un ingénieur, même s'il a un prénom italien, et parce qu'il est aussi italien. Et après, bizarrement, et ça c'est vraiment pas de moi qui l'ai fait, mais je crois qu'on a trois Français citoyens, mais qui sont nés américains en fait. C'est un de leurs parents est D'accord. américain et français, nés aux États-Unis. Donc ils sont pas très français, c'est-à-dire qu'ils s'identifient vraiment américains et ils ont grandi ici, mais il se trouve qu'ils ont des passeports français. Ils sont venus chez Bubble parce que c'est parce que justement c'était Rien à par voir. hasard ou rien à voir. Enfin, ok. Totalement par hasard. Ouais. Ce qui est pas le cas des deux Français qui ont grandi à Paris. Ils sont venus parce qu'ils m'avaient vu. Est-ce que tu as des gens genre qui sont fans de Bubble, qui sont dev Bubble, etc., qui te disent j'ai envie de rejoindre l'équipe et qui postulent comme ça naturellement? Oui, surtout du côté success, en fait, là, beaucoup des gens qu'on emploie sont des utilisateurs, de plus en plus d'ailleurs, et on en recherche en France en particulier, en Europe et en France. Évidemment, c'est un job en anglais, donc il faut bien parler anglais, mais on en recherche. Après, les ingénieurs, un peu moins, parce que historiquement, les ingénieurs nous utilisaient moins. Donc, Alessandro, ce franco-italien dont je parle, qui a grandi en France, qui bosse à Paris maintenant, lui, il nous a plus contacté comme étant une start-up à New York. Il cherchait un job à New York. D'accord. Alessandro, je crois que je l'ai rencontré. Il est revenu en France maintenant ou il a toujours été en France? Non, non, il était à New York avant, puis il a pas eu son visa, en fait. Comme ça Ah arrive d'accord. souvent, il est rentré en France. Ok. Et comme il bossait très bien, on l'a gardé. Et j'espère, d'ailleurs, moi, j'ai un peu, c'est pas officiel, mais j'espère qu'un jour on aura un bureau à Paris. Et donc, concrètement, il est le premier, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Avoir un J'espère. bureau ces jours-ci, c'est plus vraiment, c'est C'est pas vraiment plus, à la c'est mode, voilà. mais moi, j'aimerais bien avoir un bureau à Paris. Ça me fera des excuses pour rentrer, parce que la France me manque. Tu m'étonnes. Bon, allez, on commence les questions juste rapidement pour faire un tour d'horizon de Bubble. Je sais que l'histoire de Bubble est un petit peu particulier parce que dans le cadre d'une startup, finalement, tu n'as pas fait du tout ce qu'on attend d'une startup classique. En quelques mots, si tu nous racontais vraiment une histoire fast de Bubble, comment ça a été créé? Ça a été créé en 2012, pas par moi en fait, par mon associé, par Josh, et qui cherchait un cofondateur. Un peu par erreur, il pensait qu'il avait besoin d'un cofondateur business. Et moi, je sortais de business school à l'époque. Et du coup, on s'est rencontrés, on s'est bien entendu. On s'est même associé après notre premier café. C'est une histoire que je raconte souvent, mais qui est vraie. Parce que j'avais une offre d'emploi qui se fait le lendemain. Dans les faits, là où je dis que c'était une erreur de sa part, c'est qu'il pensait qu'il avait besoin d'un business co-founder, mais concrètement, il n'y avait pas de business à faire. C'était vraiment du produit. Et il se trouve que moi, je codais pas mal petit. J'ai fait des études de maths en France, donc le code ne me fait pas peur. Et du coup, je suis rentré dans le produit assez vite. Et alors après, là où les choses ne se sont pas fait effectivement comme la plupart des startups, c'est que pendant 5 ans, on a juste été tous les deux en fait à tout faire. Donc concrètement, la façon dont on séparait le boulot, c'est que Josh faisait tout ce qui était infrastructure et base de données, les trucs qu'on voit pas en gros. Et moi, je faisais les trucs avec les choses avec lesquelles les utilisateurs interagissaient. Donc, c'est le produit lui-même, la documentation, tout ce qui est success. J'ai fait plus de 20 000 success tickets myself, moi-même, tu vois, donc j'en ai fait beaucoup. Et donc, on a fait ça pendant 5 ans. Sans doute un peu long, cela étant, c'était quand même une bonne chose d'être que deux, parce que ça permet d'être extraordinairement efficace. On n'avait pas des milliers d'utilisateurs non plus, hein. On ne cherchait pas à en avoir tant, on cherchait juste à en avoir quelques dizaines, mais qui étaient extrêmement sérieux et engagés sur la plateforme. Donc les utilisateurs qu'on avait étaient des gens qui lançaient des boîtes sans code. Et concrètement, on les recrutait à la main, c'est-à-dire qu'on les rencontrait dans des meet-ups ou des choses comme ça, où c'était des amis d'amis, et on leur disait, on va pas être votre CTO, parce que c'est concrètement ce qu'ils cherchaient, mais par contre, on va créer un produit, on travaillera avec vous pour faire qu'il marche, pour ce que vous voulez faire. Et du coup, le fait de ne pas être nombreux fait qu'on a pu créer un produit qui est quand même assez complexe, avec beaucoup de fonctionnalités, qui reste assez consistant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment ça marche, la plupart des fonctionnalités se déroulent de la même façon. Et ça, en fait, ça vient du fait que c'est une seule personne qui a créé la plupart des choses, c'est moi. Le fait d'être tout seul fait que je ne sais pas si je suis bon ou mauvais en UX. En revanche, je suis quelqu'un d'assez rigoureux et consistant, et du coup, le produit est assez consistant. Et alors après, au bout de 5 ans, à un moment, si on a des grandes ambitions, on ne peut pas juste faire ça à deux, tu vois, ça ne peut pas durer. Donc, on a commencé à monter une équipe, commençant par l'équipe d'ingénierie Success, sans faire beaucoup de marketing. La croissance a été très organique et très community-based. Et d'ailleurs, en France, ce que vous faites aide aussi, et c'est quelque chose où nous, on aide un petit peu, mais vous pourriez le faire si on n'avait pas une équipe de marketing ici. Et donc, on a commencé surtout avec ingénierie et Success. On a finalement levé de l'argent il y a 2 ans. Et là, après, on est devenu un peu plus une startup standard, au sens rajouter pas mal de gens. Donc, on est passé de 10, là, aujourd'hui, on est presque 40. On commençait à dépenser plus d'argent qu'on gagnait parce que c'était pas ce qu'on faisait pendant longtemps. Comme on n'avait pas levé d'argent,
on marchait comme un small business en fait, on était une PME. Hein. C'est-à-dire qu'il faut gagner de l'argent pour embaucher les gens. Et là maintenant, on peut investir un peu plus. Et donc, investir sur des choses qui sont importantes pour dans 6 mois ou dans un an, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et là, maintenant, on est 40, on a une très bonne 2020. 2020 a été une année vraiment de forte croissance pour nous, même par les standards de tech. C'est-à-dire qu'on a fait plus de 200% sur l'année, plus de 3x sur l'année en utilisateurs et en revenus. Donc, c'est bien. Et là, je regarde 2021 avec beaucoup d'espoir. Pour l'instant, ça se passe bien. Ça me fait penser à un truc. C'est vrai que nous, avec le Covid, on a littéralement explosé, mais ça doit être rien par rapport à l'usage de Bubble dans le monde parce qu'il y a eu finalement, amène en conjonction, d'un côté une crise qui oblige les gens finalement à rester en confinement. L'envie, effectivement, à partir de ça, il y a eu beaucoup de remises en question sur les boulots et le fait qu'il y a eu beaucoup d'envie d'auto-formation, finalement, c'était une aubaine énorme pour le no-code et notamment pour Bubble. Enfin, vraiment, ça a dû être incroyable, quoi. Oui. Toutes les choses que tu dis. Et le dernier point qui est que peut-être que c'était moins visible en France, parce que je pense qu'en France, on pense moins en ces termes, mais aux États-Unis, le fait que Bubble est quand même très peu cher par rapport à la solution standard qui est d'écrire du code, et que la crise, il y a eu beaucoup de stress parce qu'il y a moins de filets de sécurité sociale aux États-Unis, où les gens, les small business, les choses comme ça, se disaient, bon, il faut que je trouve un moyen de faire mieux, moins cher. Ou pas forcément mieux, mais de faire moins cher. Et pour ça, une solution comme Bubble et le no-code en général est particulièrement pertinente. Donc, toutes ces choses ensemble font effectivement, le mois d'avril de l'année dernière a été exceptionnel par rapport au mois de mars. Une des métriques qu'on regarde, c'est le nombre de fois qu'une application est éditée, parce que ça permet de mesurer pas seulement le nombre d'utilisateurs, mais aussi, c'est dans les deux dimensions. Et ça a littéralement doublé en fait entre mars et avril de l'année dernière, ce qui était assez inattendu parce qu'effectivement, les gens avaient du temps. Et pour nous, pour un outil comme le nôtre, le fait qu'il y a un vrai apprentissage pour apprendre à utiliser l'outil, on ne dira jamais, vous pouvez le faire en 5 minutes, c'est pour ça que Koto existe, par exemple. Il se trouve que dans un contexte de confinement, passait assez bien. Et du coup, ça nous a bien aidé. Alors c'est marrant parce que tu dis ça parce qu'avril, ça correspond à peu près où on a sorti notre formation Bubble en français. Je dirais pas que c'est grâce à nous, mais voilà, un peu. Non, mais c'est surtout ce qui est... Si, je pense qu'il y a eu pas mal de... Ça a eu un impact réel en France. Hein. Et ce qui est dingue, c'est, nous on a vu ça, on a une vague de personnes qui ont voulu changer d'emploi. Effectivement, la programmation visuelle et aussi, c'est marrant parce qu'il y a eu aussi, alors il y a toujours un petit peu ce délire. Nous, on a dû se friter un petit peu avec des devs, alors c'est sur un mauvais sujet. Mais il y a aussi la partie programmation visuelle, un peu des préjugés en moins. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait quand même l'idée du Wix ou l'automatisation, on ne peut pas faire grand-chose avec. Et ça commence à se démocratiser un petit peu. Vous avez sorti le fait que le gouvernement UK avait commencé à financer des formations au no-code. Oui, à Bubble en particulier. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, les outils sont devenus suffisamment bons. Et là, pour le coup, Bubble en particulier, parce que Webflow, tu en as déjà parlé, je ne pense pas que Webflow change fondamentalement la perception, le fait qu'on puisse faire des choses complexes sans code. Parce que, in fine, c'est un produit magnifique, si on veut, pour un CMS, c'est-à-dire un blog ou une landing page, peut-être de l'e-commerce à la Shopify. Nous, et c'est parce qu'il y a eu 9 ans de travail, hein, pour être honnête, hein, ça ne s'est pas fait tout seul, on a prouvé qu'on avait poussé les limites de ce qu'on pouvait faire. Alors, il y a plein de choses qu'on peut encore améliorer sur le produit, mais on a poussé les limites de ce qu'on pouvait faire sans code plus loin qu'aucune autre équipe dans le monde jusqu'à présent, que ce soit dans les grosses boîtes comme Microsoft, dans l'académique, parce qu'il y a beaucoup d'universités américaines qui travaillent sur ce qu'on fait, en fait, mais avec une approche très académique qui, en fait, sert surtout aux chercheurs pour faire de la recherche ou tester des trucs, mais pas vraiment pour être utilisé par le grand public. Et donc, le scepticisme, qui est toujours présent, hein, d'ailleurs, il est toujours un peu là, il faut quand même le reconnaître, a quand même été pas mal amélioré par le fait que les produits sont devenus mieux. De toute façon, aussi, il y aura une partie, on va parler des produits qui sortent et un petit peu des entreprises. Juste un truc aussi qui est important de préciser que tu avais dit dans le podcast, c'est qu'en fait, vous avez eu rapidement vos premiers clients et c'est ce qui vous a permis de faire une solution finalement qui était très custom dès le début, basée sur des demandes réelles en fait. Oui, alors custom, non. Tout notre but était justement de ne pas customiser le produit trop et de trouver toujours une solution générique à un problème particulier qu'un utilisateur avait, parce que sinon, tu développes l'application pour eux et pas pour tout le monde. Mais effectivement, on a trouvé nos premiers utilisateurs payants. On a toujours des utilisateurs payants en fait, depuis décembre 2012. Après, ce n'était pas beaucoup d'argent. Hein. Notre premier paiement était de $50. Premier en chèque, tu avais dit en chèque aussi à l'époque. Exactement. Et c'était en décembre 2012, nos revenus étaient de $50. Ça ne faisait pas vivre, mais ça fait qu'on avait quand même une relation. Et c'est d'ailleurs quelque chose que d'autres outils n'ont pas fait. Quand nous, on s'est lancé d'autres outils qui existaient, vous avez plus des communautés de hobbyistes, un peu la communauté maker encore aujourd'hui, tu vois, où les gens utilisent parce que c'est rigolo, mais pas forcément pour des choses très sérieuses. Et je pense qu'à un moment, tu perds ces gens-là parce que bon, les gens se lassent. Nous, on a choisi le truc le plus dur d'un point de vue technique. On disait aux gens, vous allez pouvoir créer votre produit sur Bubble et ça, vous pourrez faire ce que vous voulez et on ne verra pas que c'est du Bubble.
c'est white labeling. Donc, c'est vraiment transparent, tu vois, pour l'utilisateur. C'est très difficile à faire d'un point de vue technique, mais du coup, on avait des gens qui étaient très sérieux parce qu'ils voulaient lancer des boîtes. Et ces gens-là, ils n'avaient pas envie d'abandonner. Hein, donc, c'était beaucoup de pression pour nous. C'était pas facile tous les jours non plus, hein, parce que bon, maintenant, le système est plus stable, même si parfois il y a des plantages, mais à l'époque, il y avait quand même des bugs dans tous les sens et des crashages dans tous les sens. Et on avait des gens qui avaient des vrais business. Alors, ce n'était pas des business qui avaient des dizaines, des centaines d'employés, mais enfin, c'est une petite équipe de 3 personnes qui, tout d'un coup, merde, comment on fait, quoi. Et du coup, c'est pas mal de pression, mais ça fait que ça nous a poussé à créer un produit qui, je pense, est particulièrement puissant et utile pour les gens business, ce qui reste notre cœur de marché aujourd'hui. Ouais, effectivement. Finalement, quand on regarde bien, on sent que c'est un produit qui est très tourné vers la création d'entreprise. Est-ce que finalement, c'est devenu votre cœur de cible par essence ou vous vous êtes dit, bon, maintenant qu'on y est, est-ce qu'on essaie de diversifier? Enfin, est-ce que vous avez essayé de diversifier à des entreprises déjà existantes et déjà plus grosses de l'outil interne, par exemple? Non, c'est notre positionnement, pour être très honnête, c'est un peu un positionnement marketing pour nous, parce que ça explique bien ce que peut faire l'outil. Quand on dit aux gens de lancer vos entreprises sur nous, les gens qui créent des boîtes sur nous sont de loin les gens qui nous payent le plus, parce que notre pricing est fait d'une certaine façon que plus les apps ont du trafic, plus elles payent, et que les small business, des PME ne vont pas scaler, alors que des startups vont scaler. En revanche, là où je dis que c'est un peu notre approche marketing plus que notre cœur de métier, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui nous utilisent pour des business existants, mais qui ont le mindset de se dire, peut-être que le soir, parfois ils se disent, si je pouvais lancer une boîte, ce serait cool. C'est ce genre de mentalité qu'ils ont. Ils ne vont pas forcément le faire, parce qu'après, il y a plein de contraintes familiales, il y a plein de choses qui font que tu ne peux pas le faire, mais ils ont un peu ce tempérament-là, et après, on les voit créer des produits pour des business existants. L'avantage de ça, pour en revenir à nos premiers utilisateurs, ça pousse le produit à faire quelque chose de plus puissant. C'est-à-dire que si on se concentrait pour des business existants, pour de l'automatisation, là, on commencera à faire de la compétition avec Airtable, et alors, c'est plus difficile. En fait, les gens me posent souvent la question, quelle est la compétition de Double? Alors, vu de loin, les gens diront peut-être Webflow ou Airtable, mais quand on dit aux gens, mais lancer une boîte sans code, il n'y a pas d'équivalent, en fait, aujourd'hui. Et c'est plutôt confortable d'être sur un marché où il n'y a pas d'équivalent. Ouais, c'est vrai que on est sur quelque chose où une fois que tu as passé l'effet gadget, parce que beaucoup de gens finalement se plaignent du no-code en disant ça peut être gadget, c'est que ils n'ont jamais testé Bubble. Et là, on entre vraiment sur une limite où entre le code et le no-code, c'est extrêmement fin. C'est-à-dire qu'on a le même niveau, on parle de programmation informatique, on est vraiment sur des logiques similaires. Et finalement, aujourd'hui, on a des développeurs, d'ailleurs, chez les participants, on a pas mal de développeurs aussi. Et ce qui est rigolo, c'est que finalement, passer ce cap-là, ils se disent, nous, on arrive sur des choses, du machine learning et autres, où on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut pas faire sous Bubble? Plus grand-chose, en fait, aujourd'hui, en particulier parce qu'on peut écrire du code. Donc, c'est délicat de répondre à cette question de façon affirmative, mais comme il y a toujours l'ouverture de la possibilité d'écrire du code en tant que plugin si besoin, la vraie réponse est rien. On peut tout faire, en fait, si on écrit suffisamment de code. Pas la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire sans code? C'est ça la question pertinente. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de limites. Il y a 2 catégories de choses qui ne sont pas forcément idéales à faire sur un éditeur comme le nôtre, de façon visuelle. C'est des interfaces particulièrement innovantes en termes d'interaction, au sens où Airbnb.com, c'est pas très innovant. Enfin, à un moment, c'est des boutons, des inputs et des images, des cartes et des choses comme ça. Mais de créer un jeu, par exemple, un Flappy, ce genre, ou même l'interface de Tinder, par exemple, du swipe, est quelque chose que initialement n'est pas possible à faire chez nous. Après, c'est le genre de choses où tu peux écrire du code et on a un plugin qui n'est pas parfait. Hein. Ce n'est pas le meilleur plugin qu'on a. Je crois qu'il est plus fonctionnel en plus, celui qui avait été fait. On l'a retesté. On a essayé d'en prendre un autre même parce qu'effectivement, il y avait quelques trucs qui déconnent. Je ne sais pas s'il est encore maintenu. Je ne suis pas sûr, honnêtement, je ne suis pas sûr. mais donc, c'est le genre de choses où un bon développeur web pourrait le rajouter. Donc, c'est quand tu as une nouvelle interface, une nouvelle interaction où généralement ça demande du code. Et après, d'un point de vue back-end, c'est vraiment si on commence à faire des algorithmes d'optimisation. Et là, c'est le genre de choses qu'il faut rajouter en code. Et je pense qu'on le fera jamais d'ailleurs. C'est-à-dire que pour en revenir à l'exemple Tinder, si on veut créer une application de dating qui a une meilleure façon de matcher les gens, imaginons que c'est la sauce secrète d'une application de dating, ça ne marchera jamais en workflow de façon visuelle. Donc c'est le genre de choses où il y aura un peu de code et c'est pas grave. Hein. Nous, parfois on dit qu'on est no code parce que c'est une façon de simplifier un peu ce qu'on fait, mais on n'est pas du tout anti-code, au contraire. La plupart des startups qui scalent sur nous, il y en a une à Paris en ce moment qui marche très bien, Cure, ils embauchent des ingénieurs et les ingénieurs travaillent avec Bubble. Donc, ils écrivent du code pour les trucs qui manquent. Et notre objectif est de nous intégrer aussi bien que possible dans le stack
par tous les API qu'on expose, par le fait qu'on peut permettre de gens de taper du code, par le fait que nous-mêmes, on peut se connecter avec n'importe quel API. Donc, ce n'est pas du tout un problème. Mais donc voilà un peu les limites. Après, dans les faits, ça prend du temps avant d'arriver à une application qui a besoin d'avoir un algorithme de recommandation de gens. Enfin, il faut pas mal de temps avant d'arriver à avoir ce problème-là. Pour les besoins les plus courants des gens qui créent des web apps ou qui lancent des plateformes web pour lancer des boîtes, il n'y a pas beaucoup de limitations aujourd'hui qui bloquent. Il faut parfois être un peu créatif. C'est ça, parce que nous, en fait, on fait deux différences. C'est qu'on parle des méthodes modulaires, de l'école modulaire, donc des outils qu'on branche entre eux, Webflow, etc., qu'on relie tout avec un Zapier, un Integromat. Et de l'autre côté, on parle de la voie intégrée, de la programmation visuelle, pour dire effectivement tout ce qui va être Bubble et un peu, dans moindre mesure, Adalo, mais tout ce qui va permettre d'avoir un énorme outil qui finalement intègre toutes les fonctions à l'intérieur. Et donc, on dit finalement, c'est les deux faces d'une même pièce. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est finalement, on contourne l'usage. Et pour utiliser l'outil à notre, on tord l'outil aussi. Enfin, j'ai déjà vu des jeux tourner sur Bubble. Pourtant, alors c'est pas le cas, mais ça existe quand même. D'un point de vue plus perso, en tant que fondateur, c'est le truc le plus sympa que j'ai eu depuis ces 9 dernières années. C'est quand tu vois des gens qui commencent à créer des choses que tu ne soupçonnais pas étaient possibles sur une plateforme comme Bubble, c'est génial. On va aller sur la suite des questions. Déjà, aujourd'hui, par rapport à l'investissement, par rapport au VC, quelle réponse apporter quand on parle de no-code? Et surtout, est-ce que tu as vu finalement un changement dans les mindsets des VC par rapport justement au no-code? De quel point de vue, tu veux dire Une acceptation sur le risque, par exemple, sur le risque par rapport aux sociétés qui pourraient utiliser une solution no-code et qui devraient soit basculer, soit rester sur une technologie comme Bubble, par exemple. Est-ce qu'il y a des demandes de changement de techno? Est-ce que certains peuvent conseiller d'aller directement sur du no-code pour prouver une traction? Oui, de moins en moins. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 3-4 ans, c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui et il faut qu'on devienne un peu plus gros pour que ça devienne plus évident. Mais si on fait une grosse levée de fonds, par exemple, tout d'un coup, plus ou moins du jour au lendemain, après qu'on l'annonce dans la presse, les gens seront plus confortables avec l'idée qu'on peut lancer une boîte sur nous. Donc, c'est vraiment un truc de perception. Dans les faits, si tu as un business qui a de la bonne traction, concrètement, les investisseurs s'en foutent sur quoi c'est construit à un moment du moment que ça tourne. Je ne suis pas investisseur moi-même, mais concrètement, les investisseurs, ils cherchent des raisons pour dire non. En fait. Parce que toutes les idées sont plutôt sexy quand les gens viennent te pitcher, c'est toujours sympa. C'est rare qu'il y a quelqu'un qui vient te pitcher et clairement, tu vois, c'est nul. Que tu vois, les courbes sont en train de baisser. Il y a toujours, évidemment, parce qu'il y a un peu de packaging qui est fait dans la présentation. Et donc, souvent, les investisseurs cherchent des raisons pour dire non quand ils sont pas sûrs. Et donc, historiquement, c'est vrai qu'on a vu des gens, il y a quelques années, utiliser le fait « Oh là là, vous n'avez pas des ingés, c'est un peu bizarre », comme une façon de dire non. Ça, c'est en train de changer. Et quand on a un vrai bon business, les investisseurs s'en foutent. Si tu fais 400% par an, personne ne va te dire « faut tout changer ». Mais surtout, il vaut mieux avoir un produit que pas de produit du tout. Enfin, au moins, ça exactement. Voilà. Et après c'est un peu le job de l'entrepreneur de pitcher que pour arriver sur le marché, la rapidité d'itération d'un produit comme Bubble est un asset, en fait. Quand on lance une boîte, c'est quelque chose de particulièrement qui a beaucoup de valeur pour lancer une boîte. À un moment, je pense qu'on va, dès que j'ai un peu plus de sous pour mettre le temps, parce que c'est pas forcément là où le premier endroit où je voudrais investir. Moi, je pense qu'on va lancer un fonds, en fait, pour investir dans les startups Bubble, parce que on sait qu'une startup, quand les gens surtout sont bons à faire du bubble, alors ça c'est toute la question, il y a des bons bubbleurs et des mauvais bubbleurs. Alors ça, c'est d'ailleurs pour ça que Koto existe. Mais un bon bubbler qui lance une app, on sait qu'il est beaucoup plus efficace qu'une équipe traditionnelle. Ça commence à se savoir, mais ça se sait pas autant que nous, forcément. On sait plus que les autres. Et donc je pense qu'il y a une opportunité pour investir. Ouais, mais en plus, c'est marrant parce que nous d'ailleurs, quand on a un truc sur les startups juste pour l'accompagnement. Et ce qui est rigolo, c'est que pour la première fois, on se retrouve avec des trackers sur des boîtes qui sont en train de créer leurs produits. Et à chaque fois, on dit, maintenant, vous pouvez ramener des vraies données. Avant, vous aviez un prototype et vous deviez aller à la main prouver qu'il y avait quelque chose. Maintenant, vous pouvez envoyer un produit avec des vraies données qui récupèrent et pour vous dire si ça marche ou pas. Et en fait, ça diminue aussi le nombre d'excuses qu'on peut sortir. Et donc, quand un truc marche pas, ça marche pas. Et puis, c'est tout. Et du coup, c'est assez rigolo. J'enchaîne. Si on te demandait à toi, aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux apprendre le code ou le no-code comme Bubble? Demain, ta fille, par exemple, tu sais, quand elle va aller à l'école, au bout d'un moment, potentiellement, imagine que ce soit une matière. Qu'est-ce que tu dirais? Genre latin ou grec? Code ou no-code? Comment ça se passe? Pour être très honnête, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire dans la vie. Si tu aimes le code, si tu as du plaisir alors évidemment, il faut peut-être s'initier un peu et passer quelques heures pour regarder, mais si tu as du plaisir à débugger du code, et c'est une personnalité, il y a des gens qui aiment ça, va faire du code. C'est très bien, ce sera toujours utile. Le code ne va pas disparaître, pour être très clair. Si ce que tu cherches à faire, c'est de créer des choses en ligne, mais que le process de code n'est pas vraiment ce qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est plus d'avoir un produit fini que tu peux utiliser avec tes amis ou pour lancer une boîte ou de pro, ou trucs comme ça.
Il faut clairement mieux faire du Bubble. C'est plus rapide et les outils vont devenir de plus en plus puissants et fiables. Après, de taper du code, il y a des gens qui aiment ça, quoi, de réfléchir les algorithmes. Mais ça, c'est les gens qui font du code généralement depuis petit. C'est pas vraiment les gens qui découvrent le code à l'université, à moins d'être dans une famille où il n'y a pas d'ordinateur, mais c'est de moins en moins le cas quand même. La plupart du temps, les gens qui ont un intérêt pour le code, ils seront dedans quand ils sont ados. Et quand on arrive à l'université ou au bootcamp, au coding bootcamp, quand on a une trentaine d'années ou des choses comme ça, c'est plus genre, c'est une bonne skill à avoir pour trouver du boulot. Et si la façon de réfléchir, c'est celle-là, honnêtement, je pense que Bubble est plus un métier d'avenir, enfin, le no-code en général est plus un métier d'avenir, pas parce que le code va disparaître, mais parce que le code n'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire que si on n'est pas tombé dedans petit parce qu'on avait un intérêt pour ça, c'est quand même assez chiant le code. Moi, j'ai plusieurs millions de lignes de code dans les pattes et j'aime bien, mais il faut vraiment aimer ça. Hein. Il faut vouloir passer son samedi soir à débugger pour se rendre compte qu'on a de façon très stupide oublié une virgule à un endroit. Hein. C'est ça le code. Et c'est pas pour tout le monde. Ouais. Donc c'est bien ce que tu m'as répondu, ça est par l'angle métier. Donc c'est là où je voulais en venir, c'est que finalement, on va arriver à des métiers bubble. C'est déjà, et d'ailleurs, alors, on n'est pas très gros encore, mais il y a aujourd'hui une pénurie de bons bubbleurs. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle un jour, parce que si tu as des gens à m'envoyer, moi je reçois toutes les semaines des gens sur LinkedIn qui m'envoient des messages en me demandant je cherche un bubbler, est-ce que vous avez une façon de nous en recommander? Et aujourd'hui, on n'a pas de bonne structure pour ça. Alors, c'est pour ça qu'on a lancé notre propre bootcamp professionnel, exactement. On va probablement travailler sur une certification à un moment, mais je veux bien le faire. C'est-à-dire, je ne veux pas comme ça donner une certification aux gens qui ne sont pas bons. Donc, il faut faire ça un peu, prendre son temps. Il ne faut pas aller trop vite. Mais il faut qu'on le fasse parce que ça existe déjà. Le métier de bubbler existe déjà. Ce n'est pas des millions de jobs aujourd'hui, mais si on fait bien notre travail et qu'on continue à grossir, il y en aura de plus en plus. Et oui, et forcément, comme sur tout marché qui arrive, il y a une situation aussi où tu as beaucoup d'amateurisme qui se lance. Comme sur la gestion de projet, il y a beaucoup de méthodologies aussi à trouver, parce que je pense qu'il y a des terrains à explorer sur le côté gestion de projet qui ne soient pas en fait liés au code, mais qu'on puisse inventer carrément en no code. Je pense qu'il y a même des manières de travailler. Aujourd'hui, on travaille avec des agences justement un petit peu sur ça. Mais il y a vraiment tout à inventer. Et ce qui est dingue, c'est que finalement, on est sur un nouveau terrain. C'est dingue de se dire après 2 ans, il y a encore tout à faire. Enfin, moi, après 2 ans, toi, après, pour le coup, 8 ans, il y a encore tout à faire. Tu es vraiment dans un statut de pionnier. Ouais. Donc là, tu défriches, quoi, en fait. Okay. On défriche, mais là on nous prenait pour des fous en 2013. En plus, en 2013, on était vraiment ceux qui gâchaient un peu la fête, parce que 2013, c'est génial, tout le monde va faire du code. C'est génial. Tu avais François Hollande qui parlait du plan codage à l'école, Michael Bloomberg ici, et même Obama qui se mettait une casquette, la code.org, et qui allait taper des lignes de JavaScript. C'était génial. Donc, nous, on était vraiment les party crashers. On était ceux qui disent non, vous allez voir, ça ne va pas marcher. Donc, on n'était pas très populaires à l'époque. Et là, enfin, le vent a tourné. Donc, c'est cool. Ok. Allez, on enchaîne sur les questions un peu plus reloues. On va parler clairement fonctionnalité. La fameuse évolution qu'on attend tous, qu'on demande, c'est qui devait sortir normalement entre février et mars. Je crois qu'elle a été décalée. C'est la mise à jour à la fois de l'éditeur et à la fois du responsive. Ça, c'est deux produits très différents, deux choses très différentes. Et le reskinning de l'éditeur, c'est-à-dire changer l'apparence, pour être très clair, ça va être plus joli. On va essayer de certains points du UX de les rendre un peu plus smooth. On a embauché on a un très bon designer qui travaille là-dessus. Ça, c'est probablement pour la fin d'année. Hein. C'est pas très tôt. Mais je veux aussi être très clair que je veux pas qu'il y ait trop d'expectations, trop d'attentes pour ça, parce que ça va pas changer fondamentalement les choses. Ça va être mieux. Et alors, pour ceux qui savent déjà nous utiliser, ça va concrètement rien changer. Donc, on peut retourner une formation tranquille. On n'est pas obligé de tout changer à la fin, quoi. Il faudra mettre à jour les vidéos à un moment parce que les gens trouveront que c'est bizarre. Mais ça va pas changer fondamentalement les fonctionnalités. Par contre, ce que ça fait, et ça c'est vrai qu'à expliquer à l'extérieur, là, je parle très honnêtement, hein, je t'ai prié de ne pas partager cette vidéo trop, mais en fait, ce qui se passe en interne, c'est qu'on est en train de réécrire des choses pour que le code soit beaucoup plus malléable, parce que Bubble est fait en code, en tout cas l'éditeur, et pour qu'on puisse faire des itérations plus rapides dessus, parce qu'on arrivait à une situation où vous pouvez rajouter des trucs, mais c'était pas très simple pour le futur. Et donc là, en fait, on est dans une période de ce qu'on appelle on repère un peu la dette technique, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, qui est la façon dont on peut créer des pages responsives, ça par contre, ça va changer beaucoup de choses pour les utilisateurs, et en particulier les utilisateurs existants. Et je pense, entre nous, que c'est ça qui est plus important. De savoir si l'esthétique du produit est importante ou pas, c'est un débat. Clairement, les gens nous comparent parfois avec Webflow, et Webflow a été fait par des designers pour des designers, et il se trouve que les designers ça les intéresse beaucoup. Moi, j'ai certains de mes utilisateurs qui nous disent même ne perdez pas de temps à faire ça. Je pense qu'ils ont tort, je pense qu'on a raison de le faire, mais il y a un débat, c'est pas totalement évident. La question des pages responsives, ça va venir plus tôt. Je pense que ça viendra autour de l'été.
Ça ne va pas changer radicalement les choses au sens où ça ne va pas devenir Webflow au sens où on va pas. Webflow, tu ne peux pas faire grand-chose sur Webflow, sur leur page, c'est assez simple. Alors du coup, c'est toujours joli. Nous, il y aura toujours cette liberté de mettre les éléments où tu veux, qui fait que c'est très puissant, que c'est important si tu crées une web app. Concrètement, si tu crées une landing page, tu n'en as pas besoin, mais si tu crées une web app, je ne vois pas trop comment tu pourrais faire sans. La vraie différence, qui est un peu technique, mais qui dans les faits va changer beaucoup de choses, c'est que ça va utiliser du CSS, ça va utiliser Flexbox, plutôt que ce qu'on a fait jusqu'à présent, qui était une implémentation interne de Flexbox avec du JavaScript, qui fait que dès que tu changes la largeur de la page, on refait la page, on dessine la page entièrement. Donc, si tu as une vidéo, par exemple, et que tu changes la page, c'est pour ça que la vidéo redémarrait au début. Enfin, c'était des trucs pas terribles. D'un point de vue performance, c'était très lent. Et aussi, le truc, c'est que notre interprétation de ce que Flexbox aurait pu être en JavaScript n'était pas la même que ce que les gens qui ont fait le CSS Flexbox ont décidé. Donc, concrètement, on aura un comportement qui sera beaucoup plus en ligne avec ce que les standards de web design, parce qu'on va, en fait, concrètement, on efface beaucoup de code en ce moment pour utiliser ce que le navigateur peut faire de façon automatique. Et donc, ça, à l'été, on commencera à utiliser Flexbox et plus le JavaScript, ce qui en performance sera beaucoup mieux. Les contrôles qu'il y aura seront pas forcément plus intuitifs, parce qu'il faudra apprendre à les utiliser, mais seront plus en ligne avec les standards de l'industrie. Et après, au fil du temps, on pourra rajouter des fonctionnalités en se reposant sur le CSS, une base beaucoup plus saine. Ça devrait être au moment de l'été. Ok, donc du coup, ça veut dire que là, certains, bon, il y a des ralentissements sur Bubble qui peuvent être liés à plusieurs choses, l'optimisation, etc. Mais il y a aussi un énorme impact de la partie SEO, puisque effectivement, il y a le calcul du moteur responsive qui entre en priorité dans le calcul de Google, tout simplement. Donc finalement, une fois qu'il y aura plus ça, le SEO et Bubble, même si on paye un petit peu l'idée qu'il y ait des éléments qui alourdissent la page, parce que c'est des éléments, des Bubble éléments, hein, tout simplement. On va dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire le SEO et Bubble, même si on paye un petit peu l'idée qu'il y ait des éléments qui alourdissent la page, parce que c'est des éléments, des Bubble éléments, hein, tout simplement. On va dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire une application et même les pages d'une application avec full SEO compliant en Bubble? Ça, on peut déjà le faire aujourd'hui. Le SEO est un sujet très compliqué. Je sais qu'il y a tous ces tests en ligne qui sont toujours là en train de te dire que ta page est mauvaise en SEO. Si c'était si simple que d'avoir 100% sur ces tests-là, tout le monde serait premier sur Google et c'est pas le cas. Hein. Concrètement, Bubble, qui est construit en Bubble, pour le coup, notre landing page est plutôt bien indexé en SEO et on n'a rien de spécial par rapport à vous en tant qu'utilisateur. Il n'y a rien dans notre code qui customise la façon dont on fait notre SEO. On utilise exactement les mêmes fonctions que vous. Et dans les faits, alors, là ça devient un peu technique, mais il y a cette idée que les web apps qui sont rendus dans le navigateur sont moins bien indexés par les moteurs de recherche. C'est pas totalement vrai ça, parce qu'on renvoie le HTML à Google une fois que la page a été créée sur un ordinateur. Donc ça marche bien. Je pense que pour le SEO, et c'est pas une question de compliance encore, c'est pour améliorer la performance, je pense qu'il faut qu'on améliore le temps de chargement de la page. Donc c'est totalement différent du responsive, ça n'a pas grand-chose à voir. Là où ce qu'on va faire en responsive peut être intéressant et d'un point de vue performance, c'est qu'on va pouvoir pré-générer des fichiers CSS ou des fichiers HTML, ce que jusqu'à présent on ne faisait pas. Tout était en code jusqu'à présent et ça marchera un peu mieux. Mais là, on arrive dans des terrains qui, pour être très honnête, n'intéressent pas nos auditeurs. Ce qu'on a n'est pas parfait, mais moi, ce que je dirais, c'est on a conscience des problèmes et on les améliore, mais faites-nous confiance pour ça. C'est uniquement des choses qu'on peut réparer de notre côté et on a les meilleures intentions de ce point de vue-là. Hein. On n'essaye pas de faire que c'est pas bien pour pénaliser qui que ce soit, mais ça prend du temps. Oui, forcément. Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on avait tendance à conseiller sur une stratégie blog ou autre d'avoir, on va dire, un autre site, une landing page à part pour faire du Doric ou autre et d'amener sur le reste en Bubble pour optimiser l'intégration, notamment des schémas par rapport à ce que demande Google, etc. Aujourd'hui, on a quasiment quelqu'un quasiment à temps plein qui travaille sur justement cette technique et documenter la partie SEO, justement au niveau de Bubble, sur ce qu'on pourrait faire par rapport à ça. Un peu comme ce qu'il y a eu, tu sais, le guide de l'optimisation finalement sur Bubble. Ben, on essaie de faire la même chose aux parties SEO parce que c'est quelque chose qui est très éparpillé sur le forum, par exemple. Pour être très direct, notre blog n'est pas sur Bubble aujourd'hui. Voilà, parfait. Donc, bon, ben, ça répond à ma question. Et je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on améliore à un certain moment. On voit plein d'utilisateurs aujourd'hui qui commencent sur Webflow avec une landing page, et puis à un moment, ils se disent, oh ben, merde, il faut que je crée un produit maintenant, et ils viennent sur nous, et puis ça devient app.domaine.com, alors que la page sur Webflow est domaine.com, et ça ne pose aucun problème. Hein. On vit très bien avec ça. C'est pas idéal, c'est sans doute un petit peu plus fluide si tu fais tout sur Bubble, mais il y a certainement un certain coût SEO.
Après, les gens parlent du SEO parce qu'encore une fois, il y a ces tests en ligne et les gens aiment bien tester et avoir une validation de la qualité de leurs produits. Mais la vérité, c'est que quand tu crées des web apps, le SEO n'est pas très important pour beaucoup de choses. Hein, parce que par définition, beaucoup du contenu, c'est du contenu qui est uniquement visible aux utilisateurs qui sont enregistrés. Et ce contenu-là ne doit pas être indexé sur les moteurs de recherche. Ce serait dangereux de faire ça. Donc, c'est pour ça que le SEO n'est pas aussi important que Webflow. Webflow, c'est quasiment le plus important pour eux. C'est-à-dire que s'ils ne se performent pas bien sur Webflow, comme c'est des landing pages et un CMS, Content Management System, s'ils sont mal indexés sur les moteurs de recherche, ça ne sert à rien. Nous, la plupart de nos utilisateurs, ils trouvent eux-mêmes leurs utilisateurs parce qu'ils font partie de la plateforme, pas parce qu'ils les ont trouvés sur Google. Et donc, nous, par exemple, ce qu'on a fait, parce qu'on a commencé à investir sur le contenu pas mal, et qu'on a conscience que c'est pas la façon dont on fait la page. C'est en général, Bubble n'est pas le plus optimal pour du SEO. On utilise Ghost pour notre SEO. Ok, donc une solution un peu plus proche du code pour le coup. On est plus en low code pour le Ghost, hein, on dirait. Ouais, exactement. Ok, très intéressant. Alors, depuis jeudi dernier, il y a eu un changement dans les data privacy, notamment le fait qu'il y avait, quand on crée une nouvelle table, on a une data private avec la capacité d'avoir quelque chose qui est directement mis dans la data privacy, qui ne rend l'élément visible que par l'utilisateur qui l'a créé, que par le créateur. Ça a été fait de manière assez, je dirais, brutale, dans le sens où nous, en bootcamp, on l'a vu, il y a eu des pleurs un soir de quelques mentors parce qu'il y a des élèves qui commençaient à paniquer. Alors, nous, on voudrait savoir l'origine du truc. C'est que logiquement, on sent soit qu'il y a une volonté d'aller vers le côté RGPD ou data privacy, alors pas RGPD, mais on va dire le côté sécurité des données, parce que tu as dû voir peut-être des failles au niveau des applications. Nous, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement, des trucs qui sont peu finalement vérifiés. Est-ce que c'est une volonté parce qu'il y a eu peut-être un crash ou un truc particulier? Enfin, qu'est-ce qui a mené à ça d'un coup en fait? Parce qu'on a senti que c'était quand même, il n'y a pas eu d'annonce en réalité. Non, et on aurait sans doute pu faire un peu pour l'annonce. Après, si je me rappelle bien, ça n'a un impact que sur les nouvelles applications, pas sur les anciennes. Hein. Ça, c'est une règle assez absolue chez nous, c'est qu'on ne change pas les comportements des applications qui tournent en production. Les nouvelles applications, oui, on aurait pu faire une annonce, mais bon, à un moment, on dit aussi c'est une nouvelle application. Bon, non, ça a touché toutes les applications, ça a touché que les nouvelles tables. Voilà, les nouveaux types. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pas idéal, on peut sans doute faire mieux. Après, on est une petite équipe, donc soyez compréhensifs. Non, mais ça pas de souci. On a rigolé dans le sens où la data privacy, c'est le genre de truc que tu regardes en dernier quand une donnée ne s'affiche pas. Parce que tu n'as pas le réflexe forcément. Et c'est précisément ce qu'on essaie de changer ici. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on a eu plusieurs cas où nous, on n'avait rien fait de mal, mais nos utilisateurs créent des apps, ils sont contents, tout va bien, c'est génial. Ils commencent à avoir des utilisateurs, ils n'ont pas mis en place les privacy, même si on a un pop-up qui dit un warning au moment de pousser. Et à un moment, ils ont un problème eux-mêmes. Et nous, notre objectif, nos incentives ici sont très alignés. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos utilisateurs réussissent bien. On n'a pas envie qu'ils se prennent des procès, des problèmes. Et on a eu des utilisateurs qui n'étaient pas loin du procès, en fait. Parce qu'ils n'avaient pas activé. Et donc, il y a plusieurs façons de résoudre ce problème-là. Il y a une façon qui est d'éducation, plus de documentation autour de privacy. Le fait est que la privacy policy, effectivement, c'est assez chiant. Pas policy, mais privacy rules, c'est assez chiant. C'est vrai que tu n'as pas envie de te poser la question au début. Et donc, on a regardé plusieurs options, comment forcer les gens à s'en occuper et de faire que par défaut, les apps soient plus sécures pour éviter ces problèmes-là. C'est pour ça qu'on a choisi cette approche-là. Après, si le résultat de ça, c'est que les gens commencent à penser privacy plus tôt, très bien. C'est au contraire totalement l'objectif. On n'a pas envoyé d'email aux utilisateurs pour prévenir. Par contre, ce genre d'annonce passe toujours par le forum quelques heures avant quand même. Donc, je recommande à tout le monde d'aller sur le forum. On a même une section en français pour les gens qui veulent parler, pas une catégorie de français pour les gens qui veulent parler français, mais c'est le genre de choses qu'on annonce sur le forum. Il y a une catégorie qui s'appelle Announcement. Je pense même que notre forum vous permet de recevoir un email dès qu'il y a un announcement, et les announcements sont juste faits par l'équipe. Donc, vous n'aurez pas tant d'emails que ça, et c'est généralement les emails importants. Et en plus, vous pouvez activer la cloche, donc activer la cloche sur vraiment toutes les annonces. Et en plus, vous pouvez suivre tous les mois les éléments, donc c'est assez important. J'ai conscience qu'on est dans une position difficile, nous, hein, parce qu'on permet aux gens de faire des choses nouvelles et il y a des choses assez chiantes en fait quand on crée du software et qui est de se poser la question l'accès des données. C'est un vrai sujet et j'ai bien conscience que pendant les premières semaines où on utilise Bubble, c'est génial, ça marche, wow, j'arrive à faire des trucs et on se pose pas la question. Et puis un jour, c'est trop tard. Et si le pop-up avait marché, ça aurait suffi. Malheureusement, on a mis le pop-up il y a 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on a ce pop-up. La prochaine fois que les gens vont pusher en live, on leur dit vous n'avez pas de privacy policy, attention, vos données sont publiques. Ça marchait pas. Les gens lisent pas les pop-up, hein, malheureusement. Non, mais tu es obligé de mettre une case à cocher. Nous, de l'autre côté, tu sais, quand toute validation demande une case à cocher. Donc, pour avoir la conscience du truc. Après, est-ce que ça marcherait pas, mais ça te dégage de la responsabilité. Non, tu donnes une case à cocher aux gens et OK, les gens. Ouais. La case à cocher.
On t'empêche, tu vois, tu bloques une gifle pour chaque personne qui publie sans data privacy. Concrètement, c'est ce qu'on fait. Hein. On n'a sans doute pas fini tout. Il y a sans doute des choses qu'on peut mieux faire. Le debugger, j'invite les gens à beaucoup utiliser le debugger parce que c'est vraiment une fonctionnalité importante quand on fait du Bubble, montre quand certains champs sont censurés par les privacy rules. Je ne crois pas qu'il montre quand quelque chose devrait être affiché, n'est pas affiché à cause de ça. Quand il n'est pas trouvé dans une recherche, c'est probablement la prochaine itération pour nous. Donc, notre but n'est pas d'embêter les gens. Hein. Là, c'est vraiment de protéger les gens contre leurs propres erreurs. Parce que pour le risque, là, quand même, pour nous, n'est pas légal, parce qu'à la limite, on n'est pas responsable de comment les gens. C'est qu'un jour, il y a un blogueur influent qui écrive, qui fasse un blog post, et ça va faire mal à tout le monde, à toi aussi, qui va dire ouais, le no-code c'est cool, tout le monde en parle, mais ça fait des apps qui sont pas sécures. Regardez cette application, ils ont fait du no-code, Bubble ou un autre, et regardez, ils ont tous les numéros de sécu de tout le monde. Enfin, en France c'est moins important, mais aux États-Unis, le numéro de sécu c'est la chose la plus importante qui soit, qui ont été exposés à tout le monde. Ouais. Et ça, ce serait tragique pour tout le monde, pour toute l'industrie. Ouais. Après, ouais, nous c'est un petit peu particulier parce que nous il y a un truc où du moment que tu as ce genre de champ enregistré, de toute façon, il y a un problème quelque part. Si tu donnes ta carte bleue aussi facilement, par exemple, ou autre, c'est qu'il y a un problème peut-être même dans l'enregistrement du champ, tu vois. Bon, c'est vrai que c'est une vaste question, mais je continue un petit peu sur l'évolution des pricing. C'est quelque chose qui est revenu aussi en question. Il y a eu plein de gens ont vu des bêta-tests, enfin des bêta-tests, des A/B tests en fait sur la partie pricing. Est-ce que c'est quelque chose du coup, après il y a eu l'évolution avec le changement du forfait free, finalement qui s'aligne un petit peu sur la concurrence comme Glide faisait ou autre. Est-ce qu'il va y avoir dans le cours de l'année une évolution du prix où finalement vous avez fait vos tests et vous avez tranché? Non, je pense qu'on n'a pas encore fini. Non. Ce ne sera pas forcément un montant plus élevé. Enfin, in fine, c'est-à-dire que certaines personnes paieront plus. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que les gens qui nous utilisent beaucoup, les gens qui lancent des boîtes sur nous et qui marchent bien, nous disent qu'ils pourraient nous payer 10 fois plus. Et c'est un vrai problème parce que, in fine, l'intérêt de tout le monde qui nous écoute, c'est quand même qu'on gagne de l'argent. Et aujourd'hui, ça va. Mais si on gagne 10 fois plus, le produit sera 10 fois mieux. Hein. C'est pas quand on change les prix, c'est pas pour moi, hein, c'est pas dans ma poche. Hein. C'est vraiment pour pouvoir embaucher plus d'ingénieurs pour que notre produit marche mieux et tout ça. Non, aujourd'hui, je pense que c'est mieux. Je pense que le changement qu'on a fait sur le free plan, le plan Hobby qui a disparu, qui est devenu free, ça a augmenté la conversion à payant de 70%. C'est énorme hein, pour nous. L'impact est gigantesque et on le sait parce qu'on a fait des tests. Si on n'avait pas fait de test avant, pas de débit test, je l'aurais pas fait parce que c'est un peu effrayant comme truc. Donc ça a eu un impact énorme sur le business et vraiment pour le mieux. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait beaucoup de free riders, on a beaucoup de gens qui nous utilisaient sans payer. Et à un moment, ces gens-là, non seulement ils nous coûtent, mais à la limite, bon. Alors on a aussi perdu quelques personnes parce qu'on a des étudiants, par exemple, qui ont arrêté de nous utiliser, des gamers. On a beaucoup de gens qui créent des jeux. Ce qu'on avait les CAD, ce qu'on voit sur le forum, qui eux, c'était la révolution, ils ont gueulé. Enfin, j'ai reçu des mails d'insultes et des menaces de mort, mais bon, c'est pas très grave. Mais par contre, il y avait aussi beaucoup d'utilisateurs qui avaient envie de payer et qu'on ne faisait pas payer. Les gens, bah, s'ils peuvent faire ça sans payer, même s'ils veulent payer, ils vont pas payer. Et à un moment, on a besoin quand même d'être sûr que la monétisation marche bien. Je pense que la prochaine itération, et je sais pas ce que c'est encore, et on fera pas ça par de l'A/B testing, c'est je pense que le concept de capacité qu'on a est trop obscur. Les gens ont du mal à prévoir. Il est assez peu. Si tu fais un business plan, si tu veux lancer une boîte sur nous et tu paries, tu dis voilà, on va avoir tant de nouveaux utilisateurs par mois, des trucs comme ça, et que tu veux prévoir combien tu vas payer Bubble, tu ne sais pas en fait. Et donc je pense qu'on va enlever ce concept de capacité et utiliser peut-être le nombre de lignes dans la base de données, le nombre de things dans la base de données, ou le nombre d'utilisateurs, ou le nombre de pages vues, j'en sais rien, il y a plusieurs façons de faire. Mais il va falloir qu'on regarde ce genre de choses. Oui, parce que au final, tu te retrouves aussi avec le cas où ce qu'on me demande beaucoup, c'est nous les allocations d'unités serveurs. Finalement, où tu sais ce que tu prends comme allocation, mais tu ne sais pas à quoi ça correspond. Je pense qu'il faut qu'on ait quelque chose d'un peu plus transparent et on va travailler là-dessus cette année. Ok, très intéressant. Le problème qu'on a fondamentalement, hein, c'est quand même, parce qu'à un moment, si on change le pricing, c'est vrai que sans langue de bois, c'est aussi qu'on gagne plus d'argent. C'est comme le but ici, pour le bien de la boîte. C'est qu'aujourd'hui, on voit des entreprises qui se tournent sur nous, où on est quasiment le moins cher de tous les web services qu'ils vont utiliser. Ils vont payer Sendingblue ou Mailchimp plus que nous. C'est ridicule. Ils vont payer Stripe plus que nous. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que la valeur qu'on leur apporte est bien supérieure à ce que tous ces autres, peut-être pas Stripe, parce que si les gens devaient faire leur propre carte de crédit, ce serait compliqué, mais on est vraiment la pièce centrale de leur business et on leur fait payer probablement 5 fois moins que les autres outils. Peut-être qu'il manque un palier en fait. Peut-être qu'il manque un palier parce qu'avant le dedicated server, qui finalement, pour moi, aujourd'hui avec le business qu'on a, ne me paraît pas du tout inadapté. Mais je pense qu'il y a des paliers avant qui ne nécessitent pas forcément un forfait team, que tu sens qui est très agence, mais qui simplement des personnes qui voudraient plus de puissance. Mais pour faire ça, avant de rajouter un palier, je pense qu'il faut qu'on change la métrique qu'on utilise pour faire bouger les gens dans le palier.
Ok, ouais, effectivement. Une question sur le ID board. Est-ce que les idées qui ont été récupérées dans le ID board ont-ils été explorées? Oui, Non. on en parle. Après, on a besoin de faire du recrutement, pour être honnête. On n'a que 14 ingénieurs aujourd'hui, hein. Si Microsoft décidait de faire ce qu'on fait, ils auraient 1000 ingénieurs. Tu vois, donc on est un Ouais, peu petit. effectivement. Et donc on est un peu limité par notre capacité d'implémentation. C'est pour ça qu'il faut que notre pricing est important. C'est que notre pricing soit nous permet d'embaucher, soit nous permet de lever beaucoup d'argent pour embaucher. D'accord, À un ouais. moment. C'est-à-dire que si on va voir les investisseurs, ils s'en foutent de notre pricing. Ce qu'ils veulent juste voir, c'est des courbes qui montent comme ça. Et pour faire monter la courbe comme ça, c'est une question de pricing. Donc, en fait, on est sous-staffé. Mais oui, l'idée de ce truc-là n'est pas du tout de créer un endroit où les gens peuvent mettre leurs idées. On ne regarde pas. Non, non, on le fait parce qu'on regarde. Après, je ne pense pas qu'il y ait encore des idées qu'on a pu implémenter. Ok. Ok, ouais, c'est intéressant, mais comme ça, c'était notre CTO, Victor, notre CTO en Bubble, qui voulait vraiment savoir, parce que lui, il avait posé quelques idées. Donc, c'est assez intéressant. On va parler sur la partie RGPD sécurité. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé pour OVH récemment? Non, les incendies, je sais pas. Ouais, c'est ça, un grand Ouais. feu, tout simplement. Donc, gros coup de stress. En plus, il y a eu 2 incendies. Enfin, il y a eu beaucoup de stress pour pas mal d'entrepreneurs et surtout des gens qui ont tout perdu, en gros, hein. On va dire que les systèmes du coup, de sauvegarde n'étaient pas forcément très opérationnels, en tout cas qui ont brûlé aussi. Et du coup, ça a remis en place le côté PCA, donc le plan de continuité d'activité. Est-ce que c'est des choses comme ça que vous avez sur Bubble en cas de que AWS brûle ou autre? Est-ce que vous avez des trucs par rapport à ça pour préserver finalement vos utilisateurs ou peut-être une redondance sur l'enregistrement des données? Comment ça se passe? Alors, on utilise beaucoup d'outils qu'AWS nous offre d'un point de vue redondant. C'est-à-dire qu'on n'est pas radin avec AWS. On les paye beaucoup d'argent tous les mois, pour utiliser leurs outils. Après, on fait confiance à AWS sur la protection anti-feu, par exemple, ce genre de choses. On ne peut pas faire grand-chose. Quand on sera beaucoup plus gros, soit on aura notre propre data center, mais j'espère pas, honnêtement, on verra. Et C'est un si, autre boulot, ouais. peut-être qu'un jour, on fera de la réplication sur Google Cloud ou Azure, mais bon, je suis très français et j'aime bien qu'il y ait des champions français, mais enfin bon, OVH contre AWS, Non. on a vu le résultat. C'est terrible, mais à un moment, ce genre de plateforme-là, c'est des business de scale énormes et ça m'étonnerait que s'il y a un feu dans un data center d'AWS, je pense qu'ils ont déjà de la redondance prévue. Ça m'étonnerait qu'ils aient la même situation qu'OVH. Et après, nous, en interne, on a des trucs. Alors, il y a des choses, après, c'est plus de la paperasse, mais par exemple, on a mis en place un système pour que tous les credentials critiques des systèmes qu'on utilise, elles soient accessibles s'il arrive quelque chose à moi ou Josh, pour qu'on puisse les gens savent où les trouver. On a ce qu'on appelle des business continuity insurance. Il y a des choses qu'on peut faire pour les feux en particulier. Nous, on a part de hardware, donc on fait confiance à AWS là-dessus. Ok. Très bien, bon, je pense que ça va rassurer pas mal de personnes. Du coup, il y a aussi une question finalement. Vous avez écrit un article sur le blog sur la partie RGPD. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, Bubble a mis des choses en place au niveau pour rassurer finalement les personnes sur cette partie sécurité des données et sur vraiment toute la partie finalement propriété? Parce qu'on me pose aussi une question qui est finalement genre, oui, mais vu que Bubble est un outil propriétaire, à qui appartient la donnée? Le problème de ce sujet-là, c'est que c'est un sujet compliqué, complexe, et les gens ont tendance à mélanger plein de choses. Nos termes, écrits par nos avocats, sont extrêmement clairs. Les données sont la propriété de la personne qui a les données, de même que si tu utilises Google Doc pour écrire un livre, Google n'a pas la propriété du livre. Ton texte est à toi. Donc ça, de ce point de vue-là, et votre design, et votre workflow, et les données qui sont sur votre application sont votre propriété. D'ailleurs, c'est là où ça devient très compliqué. Pas forcément. Peut-être que toi-même, quand tu crées une app sur Bubble, ta privacy policy donne la propriété des données à tes propres utilisateurs. Et nous, on fait pas du tout partie de cette relation-là. Donc, c'est à chacun de nos utilisateurs d'être sérieux d'un point de vue données. Alors, c'est un sujet complètement différent, mais lié, qui est l'histoire de privacy, ce dont on vient de parler. Pareil, c'est la responsabilité du propriétaire de l'application de décider qui peut voir quelles données. Et ça, on ne peut pas vraiment le décider pour eux. Donc là, c'est le côté légal de la propriété des données. Et après, il y a le côté sécurité. Et la sécurité, là, encore une fois, c'est à deux niveaux. Il y a ce que nous, on fait de notre côté pour qu'il n'y ait pas des gens qui viennent nous hacker. Et donc, on essaie de faire notre travail sérieusement. Il y a des prestataires qui font des tests de pénétration régulièrement qu'on utilise de façon continuelle pour que en gros, tu payes. Il y a des choses plus ou moins automatisées. Parfois, c'est des gens à la main qui vont essayer de hacker tes systèmes. Parfois, c'est des systèmes automatisés pour essayer de voler des données chez nous. C'est très rare quand même qu'on ait des patchs, mais de temps en temps, tu fais des patchs. Et après, il y a le côté de nos utilisateurs pour qu'eux-mêmes ne se fassent pas voler les données. Et là, c'est les privacy rules dont on parlait il y a 10 minutes. De toute façon, j'invite les gens à lire un petit peu ce blog parce que vous dites pas mal de choses qui sont très intéressantes et au moins ça résume un peu la pensée. Mais le fait que tu dises ça, au moins que ce soit très clair dans la tête de tout le monde, effectivement, la propriété des données appartient au créateur en fait, tout simplement. Quels sont les plus gros sites
Alors, quand on parle de grosseur, on va parler de taille d'entreprise et de succès. C'est quoi les plus gros sites faits en bubble? Tu m'as parlé de Cure tout à l'heure? Cure en France, c'est un des gros. Hein. Cure.com. Ok. Ouais. Et donc ça, tout fait en bubble. Ah, d'accord. Ici, c'était… Et eux, ils ont levé pas mal d'argent en France. Je crois qu'ils étaient sur BFM encore. Enfin bon, il y a beaucoup de startups qui passent sur BFM, mais je crois qu'ils passaient à la télé il n'y a pas longtemps. Non, ils ont beaucoup de traction. Dans l'écosystème français, ils ont plutôt bien marché. C'est toujours compliqué de définir qu'est-ce que c'est qu'un gros site. En fait, en gros, je vais te dire, le fond de la question, alors, c'est pour rassurer les gens, c'est de dire, oui, attendez, il y a de beaux succès qui marchent avec Bubble, en fait, et c'est OK. D'un point de vue très français, Cure est un très bon exemple. Je ne peux pas vraiment partager leurs chiffres, mais ils ont leur revenu est largement en millions. Ce n'est pas 200 000 euros par an. Ils marchent très bien. Aux États-Unis, il y a Dividende dont on parle tout le temps, parce que ça reste un des gros exemples qu'on a, mais qui tourne toujours sur nous après 7 ans. Ça fait 7 ans qu'ils sont sur la plateforme et ça tourne. 7 ans. Ah ouais. Ouais, et entre-temps, ils se sont fait racheter. Pour être très honnête, la situation avec Dividende, c'est qu'il y a 3 ans, quand ils se sont fait racheter, la boîte qui les a rachetés a dit c'est quoi ce bordel? Vous ne pouvez pas travailler là-dessus, il faut tout refaire à la main. Et donc ils sont en train de tout refaire à la main. Et ça fait 3 ans. Et je pense qu'ils la n'arriveront classique, pas. quoi. La classique. Non, mais c'est l'argument massu parce que parfois, en particulier quand je parle avec des VC aux États-Unis, les mecs me disent ouais, mais à un moment, il faudra de toute façon revenir au code. Oui, peut-être. Enfin bon, essayez, puis on verra. Et vous verrez que dans les faits, non. Oui, théoriquement peut-être, mais dans les faits, ça ne se fait pas parce que c'est tellement coûteux. Parce qu'en fait, Dividend, ils sont dans une situation vraiment merdique où ils ont une équipe d'ingénieurs qui essaie de répliquer ce qui est fait sur Bubble, et ils ont en même temps une équipe sur Bubble qui continue d'étirer le produit. Évidemment, ça va plus vite d'itérer ce produit, donc à un moment, ils n'y arrivent pas. Et ça fait 3 ans qu'ils y travaillent, ça fait 3 ans qu'ils sont sur nous, et aux dernières nouvelles, nos derniers contacts avec eux, ils ne sont pas du tout en train de partir. Alors qu'en plus, on a presque envie qu'ils partent, parce que comme ils sont sur nous depuis 7 ans, et que c'était vraiment custom au début, parce qu'ils étaient vraiment particulièrement gros par rapport à tous nos utilisateurs, ils ont des choses particulières. Il y a pas mal d'endroits dans notre code qui sont juste customisés pour eux. Ce que normalement on ne veut pas faire et ce qu'on ne veut plus faire. Donc, à la limite, on attend qu'ils s'en aillent. Parce qu'en plus, l'argent qu'ils nous payent aujourd'hui, ce n'est pas énorme. Il y a 4 ans, c'était significatif, mais aujourd'hui, bon, ça ne serait pas très grave si on les perd. Ça ne se verrait pas dans la courbe. La page que vous verrez n'est pas une page Bubble, d'ailleurs. C'est leur vrai produit, c'est leur plateforme. Là, c'est pareil. Ils ont fait une landing page, je ne sais pas quoi. Ah, mais c'est certains comme ça font pas mal. Nous, on travaille avec OnTrain, et OnTrain, c'est pareil, c'est un outil full Bubble à l'intérieur. C'est ça aussi intéressant. Tu as d'autres idées de boîtes qu'on pourrait citer en exemple? On commence à travailler sur des case studies qui seront bientôt publiés sur notre site avec des noms. Il y a la Fédération internationale de tennis qui va nous utiliser bientôt. Enfin, l'app est construite, donc on attend que ce soit public pour pouvoir les mettre en valeur sur une case study. On a Yamaha, la musique, donc les pianos, qui nous utilisent. Donc, on commence à avoir des plus grosses boîtes. Après, pour être très honnête, c'est pas non plus. J'ai pas de sales team ici qui essaie de targeter les grosses boîtes. Donc, ça se fait de façon un petit peu par le cheval de Troie, où concrètement, ils vont recruter quelqu'un qui sait utiliser Bubble. Et on est très content comme ça. On n'est pas du tout en train d'essayer de pivoter et d'aller sur un business de grand compte, parce que la vérité, c'est que si on fait des grands comptes, on pourra plus s'occuper des petits comptes. Hein. C'est ça, c'est que finalement, tu t'es aussi spécialisé, parce qu'on voit d'autres outils comme Betty Blocks ou autres qui sont vraiment designés pour l'industrie, avec des prix qui sont infâmes. Oui, Uncore, par exemple. Ouais. Voilà. Uncore, c'est $100 000 par an. Mais même, il y a beaucoup de mystères parce que tu ne peux même pas tester l'outil. Tu dois forcément aller sur une partie démonstration. Bah, du coup, ça calme beaucoup. Mais pour nous, c'est très particulier parce qu'on a du mal à concevoir qu'est-ce que peut apporter un outil par rapport au consensus finalement industriel. Mais voilà, c'était une question derrière. C'est est-ce qu'effectivement, il y a une envie là-dessus? Donc non, ce que tu me dis, c'est que finalement, vous préférez rester dans le marché de la TPE-PME finalement dans lequel vous êtes. La difficulté avec ces grands comptes, c'est est-ce qu'ils vont commencer à vraiment nous embêter sur des contrats custom? Parce que des contrats enterprise à plusieurs centaines de milliers d'euros par an, les avocats doivent s'en mêler, et puis là, ça devient un cauchemar. Et est-ce qu'ils ne vont pas trop nous embêter sur certains questionnaires de sécurité dont l'objectif n'est pas d'assurer que Bubble est safe et secure, mais juste de protéger le CTO de se faire virer s'il y a un problème. Donc, c'est vraiment de la réglementation, c'est de la paperasse importante pour une grosse boîte parce qu'ils ont les moyens de le faire. Mais bon, ça ne va pas améliorer le produit fondamentalement. Donc, ça c'est le genre de choses, je pense qu'on ne va pas se précipiter. Après, quand Danone nous contacte et veut nous utiliser et est content de notre offering maintenant, on est très content de leur faire une proposition. Ce qu'on fait, on n'a pas d'équipe de vente outbound, c'est-à-dire on va appeler les gens pour leur dire si vous devriez utiliser Bubble. Par contre, on a 2 personnes et les gens dans l'audience ont dû interagir avec Malcolm, par exemple. Malcolm et Andrew qui vient de rejoindre l'équipe Success, qui commence à faire ce qu'on appelle du inside sell ou account management, où quand Danone nous contacte, on fait quand même une proposition customisée parce que Danone peut nous payer un petit peu plus que la plupart des gens. Oui, forcément. Là, du coup, vous développez des solutions ou vous formez des personnes en interne pour développer des solutions? Parce qu'il y a une question en fait, aussi du maintien de la compétence métier en interne et que les outils en no-code comme Bubble permettent de faire.
Alors, c'est typiquement Uncork, en fait, je connais un peu. Leur business model, c'est plus un business de service. C'est devenu un prestataire de service, en fait. C'est-à-dire que Ok, c'est oui. pour ça que tu vois, là, ils gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'ils sont dans les services financiers. Et quand tu travailles avec des grosses banques, il y a tellement d'argent que tu peux charger à peu près n'importe quoi. Mais beaucoup de ce qui est construit sur Uncork est construit par les gens en interne chez Uncork. Ça, c'est quelque chose que nous, on ne fera pas. Nous, on fait de l'éducation. Et l'éducation, dans un monde parfait, je ne préférais pas le faire et je préférais qu'il y ait des autos un peu partout. Mais dans les faits, T'inquiète, ça arrive. T'inquiète, on se dépêche. ouais, non, mais j'espère pour nous. C'est quelque chose d'ailleurs sur lequel il faut qu'on va travailler, qui est comment accompagner les gens comme vous un peu plus. Est-ce que, alors, avec Auto, parce qu'on se connaît, on a fait l'histoire d'un crédit de $200, mais il y a sans doute d'autres choses qu'on peut faire plus automatiques en fait quand il y a des écoles qui veulent nous enseigner, parce que ça y est de plus en plus, parce que c'est ça qui est vraiment scalable en fait. Hein, c'est quand ça dépend pas de nous. Donc, mais bon, cela dit, on a un vrai incentive à former des gens, donc on forme des gens. Par contre, on ne crée pas les apps pour les gens. Et alors, on commence à explorer l'idée de faire des trainings internes pour des boîtes. On a un cabinet de conseil, un des gros cabinets de conseil en stratégie mondiaux qui nous a contactés pour faire un private bootcamp pour leurs consultants, une dizaine de consultants. On va essayer, on va voir si ça marche. Ok, non, c'est hyper intéressant parce que nous, c'est des choses qu'on nous demande parfois. Et c'est vrai que là, on en revient à la partie certification, on en revient à la partie aussi utilisation dans un contexte défini. Et il y a quelque chose d'assez fort. Il faudra qu'on en échange, mais on travaille aussi sur ces sujets. Ce serait intéressant de croiser un petit peu ce qu'on a. Je reviens un petit peu à la dernière question sur la partie démonstration. Bon, tu m'as un peu répondu tout à l'heure, mais tu peux diversifier ta réponse. Quel est le projet le plus intéressant, le plus impressionnant que tu aies vu passer sur Bubble? C'est difficile de répondre parce que qu'est-ce qui est impressionnant, tu vois? Est-ce que c'est la taille? Le milliard de dollars de dividendes, c'est impressionnant. Je pense que le truc qui m'a le plus, quand je l'ai su, mais c'était au début, maintenant j'ai plus vraiment le temps de regarder beaucoup, tu vois, d'applications comme ça. C'était plus la façon dont quelqu'un avait réussi à utiliser les conditions sur les éléments et le hover, tu vois, this element is hovered, et qui avait fait quelque chose où quand tu te promenais avec la souris, en fait, la page changeait avec ce que tu avais dessiné avec la souris. Et là, j'étais impressionné sur l'implémentation et la patience du mec, hein, parce que le mec, il avait fait des centaines d'éléments sur la page, et c'était de l'art, concrètement, c'était de l'art digital, hein, ce qu'il avait fait. Ouais. Et ça, c'était très impressionnant. Ça, c'était vraiment pas mal. Et il m'a fallu du temps. J'ai été obligé de regarder l'application dans l'éditeur pour comprendre ce qui se passait, parce que je me suis dit comment le mec a réussi à faire ça. Et ça, c'était impressionnant. D'un point de vue complexité des workflows, des choses comme ça, quand c'est impressionnant, c'est plutôt mauvais signe. C'est-à-dire que parfois, tu as des applications avec une centaine d'actions une par une, et là, je me dis, putain, comment il a réussi à faire ça? Mais bon, ça, c'est impressionnant, mais plus c'est impressionnant de travail. Et tu t'es pas dit parfois sur les plugins aussi, moi, parce que je suis halluciné de me dire, enfin, tout à l'heure, on a découvert un plugin qui permet de créer son email directement dedans, c'est avec un drag and drop. Des fois, il y a des plugins où tu te dis, waouh, les mecs sont allés vraiment, vraiment très loin. T'as pas vu un plugin où tu t'es dit, les mecs sont allés sur un terrain quand même où là, j'aurais pas osé, tu vois? Non, mais pour être très honnête, et c'est quelque chose, un autre problème sur lequel il faut qu'on travaille, et là encore, on n'a pas assez de gens, et je veux monter une équipe pour juste faire ça. Il faut qu'on regarde des plugins un peu plus. Ok. Les plugins et les templates, c'est un peu les choses où jusqu'à présent, on laisse un peu les gens soumettre. Quand les gens font payer, on regarde un petit peu, mais Ouais. même là, on regarde pas beaucoup. Hein. Non, il faut qu'on ait une approche beaucoup plus éditoriale sur ce qu'il y a sur la marketplace. Et donc, la réponse à ta question, sans langue de bois, c'est je ne regarde pas les plugins assez. Ok. Ouais, non, mais de toute façon, mais c'est parce que enfin, nous, on n'avait jamais vu autant de plugins et autant de templates qui sortent. Alors, tous ne sont pas qualifiés. On a bien vu des trucs. Enfin, nous, on débunk à chaque fois dans le sens où on regarde beaucoup parce qu'on fait une émission là-dessus. On fait une émission full bubble. Et du coup, on regarde les templates, on regarde les plugins, on regarde un petit peu tout. Et en fait, ouais, t'as des merdes en ce moment dans les templates gratuits et c'est incroyable. Enfin, je te le dis ça. Comme c'est gratuit pour l'instant, on laisse les gens. Je pense que Oui. cette année ou en début d'année prochaine, on va repartir plus ou moins de zéro et les regarder un par un. Mais Ok. pour ça, il faut plus de gens. Il faut que Non, je c'est monte sûr. une équipe pour ça. Déjà, le boulot que vous faites à si peu, c'est assez impressionnant. J'accélère parce que finalement, on arrive sur les quelques dernières questions sur un peu le truc un peu plus futur. Finalement, aujourd'hui, alors on parle de la stratégie pour continuer la croissance de l'adoption de Bubble. Tu as parlé beaucoup de formations. On a vu que tu as sorti formation. Donc, tu as séparé les formations, une formation plus courte de 4 semaines finalement sur beginners. Vraiment, c'est les fondamentaux. Ensuite, une formation beginner de 8 semaines, donc sur un niveau moyen, l'impression un peu ce qu'on fait. Et une formation professionnelle où là, tu es beaucoup plus dans un côté où une fois que les personnes elles ont déjà un niveau avancé, tu complètes avec 8 semaines de formation en plus. Est-ce que tu as d'autres choses par rapport à ça pour finalement amplifier? Alors, en plus de ça, plus les programmes immersed où effectivement tu es des programmes très inclusifs. J'ai l'impression que c'est un combat très intéressant. Partie de code, finalement, de plus en plus, tu retrouves ça. Est-ce que tu as d'autres trucs par rapport justement à l'évangélisation, Bubble en particulier? Oui, il y a beaucoup d'autres choses qu'on va pouvoir faire. Cela dit, ça va rester assez proche de ces histoires
de programmes éducatifs, que ce soit gratuit. Alors, Immerse, c'est particulier, où là, on voulait faire quelque chose, surtout dans un contexte américain gratuit et sélectif, ou des choses que les gens payent. Je pense par exemple que le curriculum qu'on est en train de développer pour nos bootcamps, on va le rendre public. Bon, vous, ça ne vous intéressera pas beaucoup parce que vous en avez déjà un. Et le vôtre est peut-être mieux que le nôtre d'ailleurs, parce que a priori, moi, je crois beaucoup au business qui font un truc très bien. Tu vois, se concentrer sur un truc. Et la vérité, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est un produit, c'est pas de l'éducation. Alors, comme on connaît assez bien le produit, on essaie de faire de l'éducation, mais vous, ce que vous faites, c'est juste de l'éducation. Donc, a priori, vous êtes plutôt meilleur que nous là-dessus. On commence à essayer d'accélérer sur tout ce qui est université, parce que c'est une chose d'avoir des bootcamps où les gens viennent et payent, je ne sais pas combien pour faire un truc. En plus, c'est encore mieux si on peut être enseigné dans les universités quand les étudiants ont besoin de prendre des cours parce qu'ils ont besoin d'avoir des crédits. Donc, on essaie de travailler là-dessus pour voir les points d'entrée. C'est pas facile parce que les universités sont par nature assez conservatrices en fait en matière de contenu qu'ils enseignent, mais c'est quelque chose sur lequel on va pousser pas mal. Tout ce qui est partenariat avec accélérateurs et incubateurs, qui pour nous était vraiment un bon fit, parce que c'est à ce moment-là que les gens veulent lancer les boîtes. On n'en est encore qu'à nos débuts, donc il y a encore pas mal de choses qu'on peut faire. Au niveau certification, alors certification, c'est pas vraiment de l'évangélisation. Cela dit, ça le devient un peu, parce que si tu commences à certifier les gens commencent à le mettre sur leur CV, leur profil LinkedIn, et mine de rien, c'est pas rien. Mais de façon plus générale, de développer le réseau d'agences et d'essayer de convertir des agences à utiliser Bubble est quelque chose qu'on voudrait faire un peu plus. Et enfin, la dernière chose, alors ça suppose qu'on a un peu plus d'argent, mais je pense qu'il y a un vrai sujet de branding de notre côté. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a très peu dépensé en marketing, et en particulier en brand marketing. Alors, il y a plein de façons de le faire. De façon littérale, c'est des pubs dans le métro, j'en sais rien. Il y a des endroits où je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus visible, il faut qu'on y travaille, et ça suppose d'avoir un peu plus d'argent. Donc, on va encore attendre un petit peu. Oui, effectivement, nous, de l'autre côté, on sait que Gregory Jones enseigne effectivement Bubble à Yale. Du coup, c'est aussi un énorme insight, c'est hyper cool. On a Yale, on a Stanford, on a un cours à la Business School de Stanford qui s'appelle Startup Garage, qui nous utilise exclusivement pour leurs étudiants. L'Imperial College est en conversation avec nous pour que justement nous acheter un bootcamp. Non, ça commence à bouger pas mal. Ouais. À Harvard, on les a eu au début, c'est un peu plus calme parce que je m'en suis pas occupé, mais c'est quand même une honte vu que et Josh et moi ils sommes passés. Enfin, en France, l'ESSEC est assez actif. Même IXHEC, on discute avec eux justement pour ce genre de choses, parce que nous, un de nos cofondateurs, un de nos associés, Pascal, il est investisseur, il est VC américain, et en fait, du coup, lui, il essaie de passer dans les programmes SAI et Polytech, parce que ce sont des sujets très intéressants pour l'itération startup, quoi. Si vous faites des choses avec Polytechnique, dites-moi. On peut pas tout faire non plus. On n'est pas beaucoup, hein, non plus. Non, mais c'est pas des blagues. Si par hasard vous commencez à parler avec Lix, dites-le moi parce que je suis un ancien. Ok, j'en parle à Pascal. Ok. De l'autre côté, je continue sur aujourd'hui, donc la place de Bubble dans le futur finalement, par rapport à la concurrence. Bon, tu as pu exprimer le sujet sur la partie finalement qu'en programmation visuelle, vous êtes quasiment les seuls sur ce sujet-là et sur ce positionnement-là. On a vu globalement que la plupart des potentiels concurrents soit étaient sur notre cible, soit s'étaient arrêtés. Mais de l'autre côté, finalement, comment vous faites aujourd'hui pour vous maintenir en haut du panier, sachant que globalement, vous êtes devant, vous êtes la position de leader. Donc, c'est toujours compliqué de se dire à un moment, quelqu'un peut nous recopier pour nous talonner et arriver jusque-là. Il faut continuer à être bon et devenir meilleur. C'est le seul truc. Mais c'est le cas pour toute boîte, tu peux dire la même chose en fait. Toute boîte qui a été tôt sur son marché, il y a des gens qui vont essayer de la copier. Après, je pense que dans notre cas, je ne sais pas qui tu penses, parce que les gens qui se sont lancés vraiment pour faire la même chose que nous, après nous, ils sont vraiment très loin derrière en termes de fonctionnalité. Et je ne suis pas trop inquiet dans la mesure où, en fait, nous, il y a eu un alignement des étoiles assez particulier quand on s'est lancé en 2012 qui fait qu'on est arrivé jusque-là. Et l'alignement des étoiles, c'est que Josh et moi, on n'avait pas besoin de validation du marché, donc de lever de l'argent. Parce que si on allait lever de l'argent, on se serait planté. Parce que ça nous aurait mis trop de pression trop tôt. On avait tous les deux des économies. Parce que si ce n'était pas arrivé, on n'aurait pas pu. On a trouvé dividendes au moment où les économies ne marchaient plus et ils nous payaient beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'à un moment, ils nous payaient $20 par mois. C'est beaucoup. Ouais, pour l'époque, donc, en fait, ils nous ont maintenus en vie. Tu vois, on ne vivait pas bien parce que $10 000 après les frais et tout, on ne s'achetait pas des Porsche, mais on pouvait quand même survivre. Et qu'en plus, on était à une période de notre vie où on n'avait pas besoin d'avoir un grand appartement. Moi, j'en avais un peu marre à la fin, parce que j'avais 32 ans et deux roommates qui sortaient de collège, d'université. À un moment, je me disais, 32 ans, j'aimerais bien avoir des toilettes tout seul. Je n'ai pas besoin de faire la queue pour prendre la douche. Là où je veux en venir avec ces différentes étoiles, c'est que ça nous a permis, en fait, pendant 5 ans, entre 2012 et 2017, de ne faire que du produit, concrètement. Produit et du succès, c'est-à-dire répondre aux utilisateurs, mais de ne pas essayer de plaire au marché en général, parce que le marché n'existait pas et que personne ne s'intéressait à ce qu'on faisait.
Et du coup, on était très concentré sur le produit et on ne perdait pas de temps à essayer d'acquérir de trouver des utilisateurs et de faire de la pub ou des choses comme ça. Aujourd'hui, ce qui se passe pour les nouveaux qui arrivent après nous, c'est qu'ils arrivent dans un marché qui est devenu très compétitif, où la presse en parle et de plus en plus, où c'est devenu facile de lever de l'argent, qui, contrairement à ce qu'on croit, je pense, tôt dans le développement produit, va être dangereux. Ça ne va pas être une bonne chose de lever de l'argent. Et que de façon plus générale, c'est très difficile d'étendre ta base d'utilisateurs et ton produit en même temps. À un moment, il faut un peu choisir. Nous, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens dans l'audience qui nous utilisaient en 2014-2015, mais en 2014-2015, le produit changeait tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on rajoutait des fonctionnalités. Et on pouvait le faire parce qu'on n'avait pas beaucoup de nouveaux utilisateurs tous les jours. Et du coup, il y a même, si tu vas sur le forum, dans des vieux threads de 2015, où parfois je pousse un truc, je demandais aux gens qu'est-ce que vous en pensez, et on était dans l'interaction perpétuelle avec nos utilisateurs en faisant évoluer le produit. Ça, tu ne peux pas faire ça si tu grossis beaucoup d'utilisateurs. Parce que si tu as beaucoup d'utilisateurs, il faut que le produit soit stable, il faut qu'il y ait des documentations qui soient stables, il faut qu'il y ait des gens qui fassent des bootcamps comme vous. Donc, par définition, il faut bouger moins vite. Et je pense que les gens qui arrivent après nous vont devoir choisir entre les deux, c'est-à-dire soit faire que du produit, et dans ce cas-là, comme les gens commencent à chercher des solutions, ils n'auront pas les utilisateurs, soit avoir beaucoup d'utilisateurs. Et ça, c'est des gens comme par exemple V1. Alors ça, c'est plus pour les mobiles. Tu ne peux pas faire grand-chose dessus. Moi, je le connais un peu. Il y a un business qui génère de l'argent d'ailleurs. Hein, c'est pas mal. Mais bon, ça ne va pas devenir la plateforme qui va révolutionner la programmation. Il ne faut pas non plus être trop sûr de soi. Hein, il faut toujours regarder la compétition. Il faut aussi, je pense, à un moment, la façon de créer un bon business, un bon produit, c'est juste tu crées de la valeur pour tes utilisateurs. Ils te posent des questions. Ils ont besoin d'aide. Tu les aides. Tu améliores le produit. Si tu fais ça, tu ne te plantes pas. Si tu passes trop de temps à regarder dans le rétroviseur, tu vas dans le mur. Ok, ouais. Intéressant. Ouais, l'Envy One a fait. De toute façon, c'est ce qu'il y a eu aussi, la partie. Finalement, ce que tu as eu dans le no-code un petit peu, c'est que beaucoup d'outils, beaucoup d'annonces pour finalement se concurrencer sur un sujet. Finalement, à force d'en parler, ça sort, ça fait un flop parce que les gens attendaient. Voilà. Et V1 fait partie des outils comme ça avec des bases de données externalisées qui fonctionnent sur Airtable qui, pour moi, correspondent à une certaine niche, plus accessible, mais effectivement qui ne plaira pas à tout le monde. Mais du coup, ça me génère deux questions. Il y a combien de bubblers dans le monde? Ça dépend comment tu comptes. Il y a un chiffre qui est sur notre site internet qui est le nombre de comptes. Le nombre de comptes, je pense, on doit être à 850 000, un truc comme ça. Après, c'est sur 12 ans, sur 9 ans. Hein. Donc, évidemment, il y en a qui auraient été de nous utiliser. Des gens qui utilisent l'éditeur de façon sérieuse, il y en a à peu près 30 000 par mois, 30-40 000, ce qui est déjà beaucoup. Le seul truc que je dirais sur ça, c'est qu'à part les gamers qui créent des CAD, et eux-mêmes, ils nous utilisent très sérieusement, c'est pour ça que j'ai reçu des mails de menaces quand on a changé notre plan gratuit, on n'a pas beaucoup d'utilisateurs qui ne nous utilisent pas de façon sérieuse. Parce que ce qui n'est pas le cas, je pense, je vois des gens qui s'amusent à faire du hacking entre Airtable, Zapier et Webflow, où les gens font ça comme des Legos parce que c'est marrant. Et la vérité, c'est que si tu veux faire quelque chose de sérieux, ça ne marchera pas. J'ai jamais vu une startup tourner à part peut-être MakerPad. Et même là, d'un point de vue sécurité. C'est un business de formation, c'est différent. C'est un business de formation, mais ce que je veux dire, c'est que la web app qu'il a plus ou moins créée entre Webflow, Airtable et Zapier, d'un point de vue sécurité, ça ne doit pas être beau. Parce que tu ne peux pas faire de l'authentification sérieuse avec des mots de passe comme ça. Non, c'est pas crypté. Tu peux pas stocker des mots. C'est interdit de stocker des mots de passe non cryptés sur Airtable. Enfin, si tu fais ça, c'est déjà pas bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a une communauté. Il y a une communauté sur Twitter en particulier de makers qui font ça pour faire joujou. Et généralement, ces gens-là sont plus sur d'autres outils. Les gens qui nous utilisent, et c'est un peu aussi parce que le produit n'est pas très joli, parce qu'il y a un vrai apprentissage. Enfin, nous, on est vraiment pour les gens sérieux. Et d'ailleurs, ça a pris du temps pour avoir un peu de bruit sur Twitter et sur la twittosphère, parce que nos utilisateurs sont des gens sérieux qui passent pas beaucoup de temps à tweeter. En fait, la plupart de nos utilisateurs, ils ont des business qui doivent tourner et ils sont pas là en train de rigoler. Et aujourd'hui, là, quasiment tous les utilisateurs avec lesquels on interagit et ceux qui nous payent nous utilisent de façon très sérieuse. Du coup, ça me fait penser, la version mobile de Bubble, est-ce qu'il y a eu finalement une itération où c'est finalement pas toujours ton sujet, puisque aujourd'hui, quand on nous demande est-ce qu'on peut faire du mobile avec Bubble, finalement, on conseille un wrapper derrière pour mettre l'application. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un terrain où c'est pas du tout où c'est une expérimentation, où c'est pas du tout l'envie, parce qu'il y a toujours l'artefact, tu sais, de la native app, qui est pas très clair pour beaucoup de personnes. Tu sais, il y a un petit peu une checkbox qui reste par rapport à ça dans l'éditeur. Je pense qu'on l'a enlevé. Si tu crées une nouvelle application, c'est les vieilles apps, encore une fois. C'est peut-être les vieilles apps, effectivement. On fait toujours les choses de façon à ne pas casser les comportements, les applications en prod, mais je pense qu'on l'a enlevé. Non, c'est pas un sujet actuel du tout. Je pense que la prochaine itération, ça sera peut-être Progressive Web Apps. Et encore, les gens arrivent à le faire eux-mêmes. Et je n'ai pas encore très bien compris si c'était un standard qu'elle allait gagner.
Et je pense que d'ici 18 mois, on commencera à regarder plus sérieusement, mais quand j'aurai une équipe de 70 ou 80 ingénieurs. Pas avant. Et aujourd'hui, si les gens veulent faire du wrapper, ça marche très bien. Moi, je le recommande. Le seul truc, c'est comme c'est pas quelque chose qu'on offre officiellement, je peux pas promettre que si demain Apple annonce un truc et que ça va casser, on pourra pas tout arrêter pour réparer ça. Il y a peu de chances que ça arrive. Il y a plusieurs centaines d'apps qui tournent dans l'App Store, qui tournent sur nous, et les gens sont très contents. Hein. Après, il y a d'autres gens, par exemple Cure, dont on parlait tout à l'heure. Je crois que ce que Jules m'a dit, c'est qu'ils ont embauché un développeur iOS pour créer une app, et ils utilisent Bubble pour l'API. Et ça me va très bien aussi. Est-ce que par rapport au no-code, en tout cas par rapport à Bubble, est-ce qu'il y a toujours un désavantage finalement de la France par rapport aux US en termes d'entrepreneuriat no-code tech en fait? Est-ce qu'il y a encore un grand écart, ou parce que j'ai l'impression que Bubble finalement s'installe assez rapidement en France en termes de taille de territoire, hein. Attention, je fais un comparatif comme ça. Oui, c'est difficile de comparer et de mesurer. Je pense que dans les deux endroits, on est tellement petit par rapport à ce qu'on pourrait être que je ne sais pas si ça a du sens de comparer la France et les États-Unis. Ce qui est certain, c'est que si tu compares la France aux autres pays européens, la France est en avance. Ouais. Et ça, je pense que à la base, ça vient du fait que je suis français et que donc on a eu un peu de presse et de bruit, comme on dit, de noise, quoi, dans l'écosystème français. Et qu'après, et du coup, ça a fait que il y a contournement d'une certaine façon, même s'ils sont moins bubble que vous, il y a vous, qui ont entraîné un peu la machine. Quoi. Pour être plus quanti, je crois que la France est notre 4e pays aujourd'hui. Non, c'est notre 3e pays, après les États-Unis et l'Angleterre, parce que les pays anglo-saxons, mais plus gros que le Canada et l'Australie, ce qui est pas mal quand même, parce que le Canada et l'Australie parlent anglais. Donc historiquement, c'était pas le cas, et donc on voit la France est en plus forte croissance que les autres pays. Mais on est encore trop petit, donc j'espère que vous allez bien bosser pour qu'on en ait plus. Moi j'attends qu'on ait tellement d'utilisateurs, si tu veux, que je sois obligé de passer la moitié de mon temps en France. Moi, la France me manque, encore une fois. On y vient, on peut pas tout faire, mais ça arrive, c'est sûr. Vous pouvez multiplier le nombre d'étudiants tous les mois par 10, c'est pas si difficile. Alors. Ah bah, c'est surtout qu'en fait, ces gens nous disent oui, mais 3 semaines c'est long. En fait, parce que nous on fait 2 heures par jour minimum. Et en fait, les gens, au bout d'un moment, arrivent au bout de 3 semaines, ils nous disent mais 3 semaines c'est court. Je dis mais oui, mais vous voulez pas acheter 4 semaines. Donc du coup, nous on a le problème où ils s'aperçoivent pas à quel point c'est intense et surtout à quel point tu vas y rester longtemps. Et ça, je trouve, il y a un pic, je t'avais dit un petit peu il y a un truc qui se crée et tu tombes amoureux. Et au bout d'un moment, les gens qui vont rester, les gens qui sont là ce soir, très souvent il y a vraiment un phénomène d'amour parce que tu libères beaucoup de frustration. D'ailleurs, on le sent, c'est-à-dire que la passion que Bubble suscite, qui est c'est un des trucs que je préfère, parfois devient très violente. C'est-à-dire que quand on est obligé de dire non à quelqu'un ou quand on a un bug et qu'on prend trop de temps, on se prend des mails d'insultes. Hein. L'équipe Success, c'est pas facile. Hein. Et moi-même, j'ai fait du Success je te dis, j'ai fait 20 000 tickets moi-même. Donc, j'y suis passé. Et moi, c'était encore plus pire parce que j'étais le fondateur. Donc, les gens savaient que s'ils étaient suffisamment persistants avec moi, à un moment, je pouvais dire oui, alors que l'équipe Success, à un moment, ils peuvent juste dire je suis désolé, ça, je peux pas. Non, je me suis pris des messages assez surréalistes parfois. Personnellement, tu vois, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus le côté consumer et le côté travailler pour des gens que travailler pour des grosses boîtes. Il y a des business où tu peux gagner énormément d'argent à vendre des énormes contrats à des grosses boîtes. Moi, ça ne m'amuse pas du tout. Faut qu'on le fasse un jour parce que ces grosses boîtes, c'est aussi des gens et que ces gens-là ont aussi besoin d'avoir du software qui est un peu mieux fait que ce qui est fait actuellement. Mais moi, ce qui m'amuse le plus, c'est quand même de travailler pour les gens en direct. Et donc, moi, je trouve ça génial, moi, qu'il y ait ce niveau de passion. Le truc qu'on n'a pas encore vraiment compris, alors si vous avez des insights là-dessus, ça m'intéresse, c'est à quel moment se déclenche, il y a ce côté déclic. À quel moment? Parce que si j'arrivais à savoir ce que c'est, vraiment, et j'ai pas, après 9 ans, c'est pas encore évident. Si j'arrivais à savoir quelle est la fonctionnalité qu'ils utilisent, quel est le genre d'app qu'ils ont créé qui leur chose ça, moi je pourrais après essayer de changer ça dans notre produit ou dans notre documentation pour déclencher ça plus tôt, parce que moi ce que je veux c'est que tout le monde se tombe amoureux. Aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui ne font pas la learning, qui vont pas la learning curve, pas les leçons et les trucs comme ça, et qui partent avant de tomber amoureux, et c'est très dommage. Mais donc, tu sais que ça nous arrive juste après la marketplace, c'est-à-dire le truc le plus dur qui est complet, c'est-à-dire c'est la 2e semaine du bootcamp, ils en chient, honnêtement, c'est un truc qui est très reconnu. Mais finalement, il y a un déclic juste après le marketplace. En gros, c'est comme si je te disais, moi j'ai un peu l'effet Iron Man, c'est-à-dire que c'est comme si tu me donnais des super pouvoirs, mais surtout que tu me disais genre, tu vois tout ce que tu n'as jamais pu faire, maintenant tu peux le faire, tu vas aimer le faire, et surtout, ça va être facile et ça va être agréable. Parce que il y a une évolution, il y a une célérité où tu te dis au bout d'un moment, tu peux le faire. Et c'est possible, ça te débloque des choses. Je pense pas que tu puisses y arriver par quelque chose, c'est un ensemble, mais qui fait que l'outil, tu le trouves magique parce que des fois, je vois des mecs qui passent, ils me disent, j'ai pas 1 heure par jour pour faire ta formation, et tu les retrouves à minuit
qu'ils ont passé toute la journée dessus, ils n'ont pas vu le temps passer parce qu'ils tombent amoureux du truc et surtout, en fait, ils se perdent dedans. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas le temps passer et c'est cool et ils aiment ça. Et donc, il y a une idée de flow et les mecs, ça devient des bricoleurs et après, c'est foutu. Toutes les personnes que nous, on est passé voir et qu'on revoit aujourd'hui, ce sont des personnes qui te disent jamais sans ça, je n'aurais lancé ma boîte, changé de vie, devenu freelance. C'est impressionnant ce que ça fait. Et je ne sais même pas si vous vous apercevez à quel point ça fait des trucs incroyables sur la transformation de la vie des gens. Si, un peu quand même. On reçoit des emails et maintenant un peu moins parce qu'on est plus gros, mais on a reçu des bouteilles de Des champagne, boîtes de chocolat. on a reçu des boîtes de chocolat. Non, on a reçu pas mal de choses quand même. Et le même mec qui après m'insultait sur le forum, une personne auquel je Ouais, pense. c'est parfait. Donc, si tu veux, le nombre de. Parce qu'il voulait une feature et qu'on disait qu'on pouvait pas. Et il le prenait très mal parce que ça le bloquait. À un moment, c'était comme ça. Donc, je le sais. Après, effectivement, plus la boîte devient grosse, plus malheureusement. Je presque envie de dire malheureusement, je le vois moins en direct. Euh, mais j'espère que je le reverrai encore une fois. Il faudra organiser quelque chose quand je passe à Paris. Quand tu dis la marketplace de façon plus sérieuse, le déclic, c'est après la marketplace, c'est-à-dire une fois que les gens créent un MVP d'une marketplace concrètement. Ouais, en fait, on fait une marketplace de manière complète avec système de utilisateur, propriétaire, système de messagerie, système de paiement, agenda et même dashboard. Et en fait, on va très loin sur la marketplace. Ça dure une semaine. Mais l'idée, c'est que vous avez une marketplace typique à l'Airbnb. On pourra t'envoyer des résultats. Mais ce qui est rigolo, c'est que à la fin de ça, vu qu'on enchaîne sur une partie MVP pour leurs produits directement pendant la formation, en fait, ils commencent à réfléchir autrement aux choses et surtout, en fait, tu en as qui lancent, vu que beaucoup de gens ont envie de faire des marketplaces avec Bubble, certains basculent directement sur leur propre marketplace à partir de cet exemple-là et ça passe. Et du coup, ça change les choses et surtout que la marketplace, elle est réputée comme difficile. Alors, on la retourne plusieurs fois parce qu'il y a des évolutions. Il y a des meilleures façons de faire et on apprend aussi beaucoup de choses au fur et à mesure et même des techniques optimisées. Mais le truc, c'est que c'est un passage où il y a des gens qui se sont mangés les dents jusqu'à des heures pas possibles de la nuit. En bootcamp, on finit jusqu'à 2 heures du matin avec la marketplace à débugger des marketplaces de notre côté ou même on leur laisse aussi le fait de pouvoir aller plus loin que la marketplace s'ils veulent. Et on se régale, donc c'est assez rigolo. Allez, je finis sur les 2 dernières questions. Alors, il y a une question de Muriel qui est très intéressante. C'est tout à l'heure, tu as parlé de bon bubbler. Qu'est-ce que tu appelles un bon bubbler en fait? Un mec qui comprend comment ça marche. C'est-à-dire qu'un mec, c'est quelqu'un qui va faire des workflows qui font du sens, quoi. C'est-à-dire que déjà, quelqu'un qui n'a pas 100 issues dans son app. Si quelqu'un a 100 issues dans son app, et peut-être que c'est pas assez rouge, hein, peut-être qu'il faudrait qu'on le mette plus rouge, j'en sais rien, mais si tu as 100 issues dans ton app, c'est concrètement, ton app va pas marcher. Non, mais moi, ça me choque. Moi, j'aime pas les trucs inachevés. J'aime pas les PSI de notification. Je pense que j'ai un problème avec ça. Et les issues, je les supporte pas. Non, mais il faut pas qu'il y ait des issues. Donc, un bon bubbler, c'est quelqu'un qui voit 100 issues et il se dit merde, il y a un problème. Et il le répare. Et il comprend quelles sont les erreurs, en fait. C'est ça, les issues. C'est là où on n'est pas un outil pour ingénieur, mais il y a un petit peu de... Putain, 1900 issues. Mais il a transpiré. Il a transpiré. Là, j'ai vu Emmanuel a fait une goutte, là, comme ça. Donc, c'est là où nos utilisateurs ne sont pas des ingénieurs, mais il faut être un peu clean, quand même. C'est-à-dire qu'il faut comprendre... qu'est-ce que c'est que les types, si ça attend un utilisateur et qu'on envoie une liste d'utilisateurs, ça va pas marcher, c'est ça un bon bubbler. Après, le côté design n'est pas forcément très important. Enfin, il faut être un bon designer, mais bon, si c'est pas très joli mais que ça marche, c'est pas un mauvais bubbler. Après, le design est quelque chose qui peut s'outsourcer de façon plus facile, il suffit d'embaucher un designer. Juste dernière question. Alors, je sais qu'il y a la possibilité d'avoir un forfait avec un dedicated server et il y a moyen de l'héberger ailleurs, genre en Europe, parce que je sais qu'il y a le côté HDS, qui apporte beaucoup de complexité pour les serveurs santé. Et du coup, il y a beaucoup de questions qui reviennent, notamment sur des plans standards pour être RGPD compliant au niveau avec des serveurs en Europe. Est-ce qu'il y a une évolution ou c'est ça, je pense qu'on le fera un jour, je ne sais pas quand. Je ne peux pas donner de timeline. Je pense que peut-être d'ici un an et demi. Pas avant, parce que c'est quand même ça a introduit beaucoup de complexité pour nous d'avoir 2 data centers. Dedicated, on peut le faire parce que Dedicated, on peut vous mettre sur n'importe quelle région d'AWS, sauf la Chine, parce que la Chine, Internet en Chine est différent. Et on a des utilisateurs qui ont des serveurs en Corée, d'autres à Singapour, enfin à Paris. Paris, pas encore d'ailleurs. On a Francfort et Dublin et Londres, mais pas Paris. Okay. Parce que Paris est un peu plus cher, parce que AWS est plus cher à Paris. Du coup, Cure, par exemple, je crois qu'ils sont à Francfort. Parce que ça ne change rien. Et c'est un peu moins cher. Intéressant. Donc, on peut faire ça. Par contre, on ne peut pas de dupliquer entièrement un data center public pour tout le monde en Europe. Ça va introduire beaucoup de coûts quand même. Et aujourd'hui, on est une petite boîte. Faut mettre ça dans le contexte aussi, ouais. Ok. Avant-dernière question. La dernière question, elle sera juste pour le fun. Tu utilises d'autres outils no-code? En interne, on utilise Zapier pour quelques trucs.
On n'utilise pas Airtable. Non, enfin, j'ai pas vraiment de raison. Et dernière question. Attends, alors ça, on s'est posé la question. Nas en investisseur sur Bubble. Comment ça arrivé, le rappeur Nas? Parce que son manager est à la fois et travaillait dans un fonds avec lequel j'étais en contact et il disait tiens, il y a Nas que vous voudrez investir, est-ce que ça vous intéresse? C'est génial. Le vrai secret, ça c'est un peu embarrassant de dire, c'est que je ne savais pas qui c'était jusqu'à ce qu'on en parle. Non, mais en plus, tu sais qu'il a fait une chanson, Aiken, qui parle un peu de ce truc-là, de la possibilité de faire des choses. Surtout pour la jeunesse, quoi. Et t'as Niel aussi chez toi. T'as Niel en investisseur aussi. Via Kima, oui. Ah, bon, ouais, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai été les chercher parce que moi, je reste français quand même. Ok. Merci de nous avoir accordé ce temps. C'est vraiment très cool. C'était vraiment un plaisir. Et nous, on reste au contact pour la suite. À bientôt. Salut.